inspiré par vous. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue à Tout au clair de ce mardi 16 février 2021. Une édition du soir que nous consacrons bien évidemment au débat politique et nous allons rentrer dans le milieu de l'information politique, le Social Democratic Front, pour le nommer, une formation politique principalement qui a fait les choux gras de la presse dans les années 90, car au cœur du vent et du vaste mouvement qui a conduit à la démocratisation au cœur de cette action, plusieurs autres formations politiques aux côtés du Social Democratic Front, avec à sa tête le chairman Lee John Frondi, qui a d'ailleurs réclamé en son temps la victoire de la présidentielle de 92. Faut-il le rappeler, cette victoire a tout de même été reconnue à Paul Biya, le candidat du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, plus de 25 ans après, voire près de 30 ans. Que vaut véritablement le Social Democratic Front sur la scène politique camerounaise? Davantage au moment où le président national de cette formation politique de l'opposition, le SDF, comme on l'appelle, Lee John Frondi annonce sa retraite politique. Une annonce qui semble être passée comme une lettre à la poste, sans tambour ni trompette. Elle ne semble même pas avoir ému la communauté politique camerounaise. Pourquoi? Comment? On en parle ce soir dans le cadre de Tout au clair sur la télévision du monde avec des invités triés sur le volet. Et avec ces différents acteurs, nous ferons le tour de la question autour de cette formation politique qu'on a appelée également en son temps Sofa Don't Finish ou encore Power to the People. Voilà donc, mesdames et messieurs, ce qui va constituer l'épine dorsale de cette émission de ce soir. Mais davantage, nous serons accompagnés de quelques acteurs politiques triés donc sur le volet. Je le rappelle, l'émission se veut être interactive. 696 14 03 12 6 96 14 03 12, c'est l'un des codes d'accès à ce programme. Ou alors écrivez-nous directement à partir de notre page Facebook LTM TV officielle et nous ferons l'émission, le débat avec vous dans le cadre de ce talk show du soir sur la télévision du monde. Mesdames et messieurs, une transition et on se retrouve juste après pour la présentation de nos invités. Nous revenons donc sur le plateau de Tout au clair de ce soir, bien évidemment avec cette précision, l'émission se veut être interactive, 6 96 14 03 12, c'est l'un des codes d'accès, ou alors écrivez-nous directement à partir de notre page Facebook et avec vous, nous ferons le débat sur la télévision du monde. Mesdames et messieurs, l'émission, ce sont des acteurs politiques et parmi ces acteurs politiques de ce soir, le représentant du Social Democratic Front, il est par ailleurs le responsable régional de la communication de cette formation politique de l'opposition, le SDF, sauf à d'en finish. Lui, c'est Xavier Bélimouanan, qui par ailleurs a un an de plus. Bonsoir. Joyeux anniversaire, monsieur. Merci beaucoup, mon cher Moutomé. Effectivement, j'ai un an de plus. Je suis né le 16 février. Et voilà, je suis fier de fêter. Et curieusement, avec ma grande sœur et nous sommes nés pratiquement le même jour. Donc, je salue tous mes companélistes. Nous vous remercions pour l'honneur que vous nous faites ce soir en nous invitant à cette importante émission. Et je salue aussi vos milliers de téléspectateurs à travers le monde. Merci à vous, Xavier Bélimouanan, d'être avec nous dans le cadre de ce programme du soir sur la télévision du monde. Notre acteur politique est avec nous ce soir. Il nous vient
du Mouvement africain pour la nouvelle indépendance et la démocratie, un parti qui a cheminé avec le Social Democratic Front dans ces années de braise, mais également dans ces années qui ont conduit à l'amélioration du cadre politique au Cameroun. Et son représentant ce soir se nomme Jean-Baptiste Ketchatin. Bonsoir. Bonsoir M. Moutomé, bonsoir à tous qui nous regardent. Merci également de nous accompagner. C'est toujours un plaisir de venir sur votre plateau discuter de l'actualité politique dans notre pays. C'est même un devoir. Merci à vous d'être avec nous dans le cadre de cette émission de ce soir. D'autres acteurs politiques vont nous accompagner dans le cadre de cette émission. Un qui a véritablement roulé sa bosse dans le milieu politique camerounais. Il a été avec le principal responsable du Social Democratic Front dans plusieurs batailles de terrain. On a eu la chance de discuter avec lui en off de ce qu'il a apporté également comme contribution dans cette scène politique. Il a fait ses preuves dans l'UDC. Aujourd'hui, il est dans le méandre de l'AFP. Lui, c'est le président Cyril Sambaka. Bonsoir Cyril Sambaka. Bonsoir Moutomé, bonsoir aux co-panélistes, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est vrai que le débat me manque de temps en temps. On sait que votre santé n'est pas très forte ces jours-ci, mais également nous vous souhaitons un prompt rétablissement. Donc, merci de nous faire l'honneur d'être là ce soir. On a dû un peu bousculer cette santé pour vous permettre d'être là ce soir. Oui, je pense que c'est une santé pour un problème mineur, mais qui met mal à l'aise, et je pense que je suis en train de régler tout cela, et j'espère que je vais revenir bientôt. Nous vous souhaitons de revenir très bientôt. Ça nous fait toujours plaisir de savoir sur le débat. Nous comptons sur votre expérience politique pour également enrichir le débat sur les plateaux de télévision, notamment sur la télévision du monde, votre télé, sans toutefois faire des allées autour de vous. C'est Sambaka. Alors, autre invité avec nous ce soir, il nous vient du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est une formation politique qui est pratiquement à l'opposé du Social Democratic Front, c'est le parti au pouvoir pratiquement, et davantage un parti qui n'a pas toujours donné la possibilité au Social Democratic Front de pouvoir se déployer comme il le souhaite ou comme il le veut. Et le représentant du RDPC ce soir se nomme Dr Patrick Riffoué. Bonsoir. Bonsoir Frédéric, bonsoir à mes copanélistes, un prompt rétablissement à Sambaka et un bonsoir particulier à mes amis académiciens qui se reconnaîtront. Merci à vous d'être avec nous ce soir. À chacun d'entre vous, je vous prendrai à peu près 2-3 minutes pour revenir sur des sujets plus ou moins importants qui ont meublé notre quotidien. Alors, je prendrai avec vous davantage la querelle dans le nord-ouest, le sud-ouest, précisément le nord-ouest précisément. On a enregistré une nouvelle grève dans un centre DDR après Boya. Bamenda avait annoncé que tout allait faire bien. Seulement, ce lundi, ces jeunes ont également grévé, protestant que pratiquement c'est la même rengaine que celle de Boya. Comment comprendre cette situation ? Bon, écoutez, quand vous avez ce type de situation, je pense que le Premier ministre avait rapidement pris la situation en main lorsque il y a eu un mouvement d'humeur. Il ne faut pas appeler ça grève, ce ne sont pas des travailleurs. Ils n'ont pas un emploi rémunéré dans les centres de DDS. Ils sont en réinsertion. Oui, ils sont en réinsertion, donc ils n'ont pas de salaire. Vous faites grève lorsque vous avez une relation employeur-employé, et effectivement, dans le cadre de cette relation, vous avez des revendications. Dans ce cas, il s'agit d'un mouvement d'humain, ce n'est pas une grève. Mais pourquoi mouvement d'humain? Un autre mouvement d'humain dans un centre de DDR où on a en pleine rééducation, réinsertion des jeunes qui hier étaient des ex-combattants. Bon, écoutez, je pense que déjà, les revendications qui avaient été mises par leurs collègues de Boya pourraient être des revendications partagées, ça ce n'est qu'une hypothèse. La deuxième chose, c'est que la manière dont les choses se sont réglées à Boya, ça peut créer ce qu'on appelle souvent un appel d'air, c'est-à-dire qu'il y a là une fenêtre d'opportunité que des acteurs tentent de saisir, parce qu'ils se sont peut-être dit qu'en faisant ce mouvement, le Premier ministre enverrait encore sa conseillère spéciale
Et comme elle n'était pas venue la dernière fois les mains vides, mais elle était venue les bras chargés, ils se sont dit que c'est peut-être un moyen, ce n'est qu'une hypothèse que j'évoque comme ça, c'est peut-être un moyen de déplacer la conseillère et donc d'attirer l'attention du gouvernement. Mais toujours est-il, je pense que le plus important, c'est de voir les résultats qui sont produits dans le cadre du CNDDR aujourd'hui. On a un peu plus de 1000 personnes qui sont en train de passer ou qui sont déjà passées dans ce processus-là. Les résultats sont donc assez probants pour un dispositif qui a moins de 2 ans. Je pense qu'il faut effectivement régler rapidement ce type de situations qui sont des situations malheureuses. Les centres sont en train d'être construits. Nous souhaitons simplement que la construction de ces centres se termine rapidement. Alors, il faut que les centres soient rapidement, véritablement opérationnels. Cyril Sambaka, on reste dans le nord-ouest, le sud-ouest, où on a enregistré un regain de tension ces derniers jours, notamment ces chefs qui ont été assassinés lâchement dans le Libye-Alem, une situation davantage critique au moment où on parle de plus en plus de réconciliation et de culture de la paix. Oui, je dois dire que la préoccupation que nous avons pour le sud-ouest et le nord-ouest ne date pas d'aujourd'hui. Elle date depuis les années 91. Mais je pense que la marmite, comme disait quelqu'un à l'époque, la marmite a boué et finalement le couvercle a sauté. Maintenant, il faut remettre les choses en place. Vous voyez, c'est beaucoup plus du désordre que quelque chose de construit. C'est beaucoup plus d'animosité. On assassine, on tue des gens. Moi, j'avais pensé à un moment que nous étions déjà en Sierra Leone ou bien au Libéria, parce que c'est là-bas où on a vu ce genre de choses, mais c'est arrivé au Cameroun. Donc on doit pouvoir le regretter, mais surtout de dire que ce qui est important, c'est qu'on a un gouvernement qui a la chance, n'est-ce pas, que des gens quittent la brousse pour se réinsérer. Il ne faut pas qu'il y ait un autre problème qui vienne s'ajouter, parce que c'est un contrat synalagmatique qu'il y a eu entre le gouvernement et ces enfants qui étaient en brousse. Ils sont sortis de brousse parce qu'ils s'attendaient à quelque chose. Si cette chose n'a pas été respectée, c'est très embêtant, d'autant plus que les enfants commencent à s'énerver. Donc ça ne peut pas encourager que la chose continue et qu'on retrouve facilement la paix. Donc les engagements pris par un gouvernement doivent être respectés à la lettre. Moi je pense que dans un cas comme celui-là, c'était une fenêtre d'opportunité pour que la guerre par ce biais puisse s'arrêter. D'accord. Alors on va prendre avec les deux autres panélistes une autre problématique, notamment ça a rapport avec le sport. Je ne sais pas si vous êtes des amoureux du sport, du football, mais davantage, aujourd'hui on est resté dans la cacophonie. Le chef de l'État a appelé à siffler la fin de la récréation dans l'univers du football camerounais, davantage dans son discours du 10 février dernier. Ce mardi à Yaoundé, les acteurs du football étaient réunis, de deux factions d'ailleurs, chacune pour défendre certainement son projet vis-à-vis du football camerounais. Mais comment comprendre que la cacophonie n'ait pas suivi l'appel au ressaisissement du chef de l'État Paul Biya? Non mais, vous savez, vous avez dit que dernier, si nous sommes amoureux, tout Camerounais aime le foot. Même ceux qui ne s'intéressent pas finissent forcément par s'y intéresser parce que c'est une passion nationale. Même ceux qui ne savent pas jouer comme moi s'intéressent au foot. Parce que ça fait partie de la culture nationale. Nous aimons le foot dans ce pays et quand le foot est dans l'état où il se trouve là, l'écrasante majorité des Camerounais ne se sentent pas bien, n'est pas d'accord avec. Dès qu'on a dit cela, on comprend l'enjeu du football dans ce pays. Il est énorme parce que c'est un instrument à la fois de gestion du temps libre, une activité sportive. Elle est rentrée pratiquement dans notre culture, cette pratique-là. Mais elle donne aussi d'autres enjeux, financiers notamment. Et c'est ça qui fait que les gens du RDPC ont pris le football en otage. Parce que quand vous dites cacophonie, ce n'est pas vrai, ce n'est pas une cacophonie. On sait très bien ce qu'ils sont en train de faire. Ils font ça depuis, mettons, pour dire le pic
du désordre, c'est 90, quand on est revenu de la Coupe du Monde. C'est à ce moment-là que l'argent a commencé à couler en termes de milliards et que les gens se sont mis en quête de la direction de la FECAFOOT. Et comme le libéralisme politique le permettait, il commençait à avoir plusieurs prétendants, mais qui venaient tous du RDPC, ou pratiquement tous du RDPC. Donc c'est pas vraiment une cacophonie, c'est un désordre organisé pour capter les ressources du football, pour gérer le football comme on gère le pays, c'est-à-dire dans l'intérêt d'une infime minorité et contre les intérêts de l'écrasante majorité que sont les fans de foot, les Camerounais, et les joueurs qui sont les ouvriers du football, qui produisent toute la masse d'argent que le RDPC détourne avec ses troupes, je sais pas, ils sont combien de clans là maintenant, Mbida, Mbombo, Chouad, je sais pas qui nous. D'accord, c'est les mêmes gens. Sur cette même question du football camerounais, peut-on sortir de ce désordre-là, même si M. Jean-Baptiste Ketchato estime que c'est orchestré, organisé par le RDPC, pour véritablement avoir un football qui se joue dans les stades? Oui, effectivement, je suis d'accord la partie avec Jean-Baptiste Ketchato, surtout sur la partie où il parle de la même mise du RDPC et de notre gouvernant de Yaoundé sur la manne financière, les retombées financières du football. Ça, c'est un fait, c'est fait indéniable, mais beaucoup plus pour dire que effectivement le football est devenu une sorte de mafia. C'est une pieuvre dans notre pays. Il ne faut pas les yeux sur les mots pour qualifier exactement de quoi il s'agit. C'est une mafia. Il faut bien dénoncer. Aujourd'hui, on profite tout simplement du talent des plus jeunes Camerounais pour que quelques individus, quelques malins, effectivement, du comité central du RDPC, qui se font plein de poches. Il est vrai, je vois effectivement sur cette question. Il n'est pas le premier à être au niveau de la FECAFOOT. Il y avait un ancien député un arbitre, Akamon, qui était la FECAFOOT. Mais vous voyez, le bulletin est allé pour apporter un nouveau souffle différent, mais malheureusement, il ne pouvait pas le faire tout seul. Il est noyé dans une mafia qui ne dit pas son nom. Y a-t-il une poudre secrète pour exorciser le mal dans le football camerounais? Non, bien sûr, il n'y a aucune situation ne peut être incurable. On peut trouver, il y a des solutions qui existent, c'est parce qu'il y a un manque de la volonté politique. Ce qu'il faut faire, il faut avoir le courage politique nécessaire, arrêter la participation du Cameroun dans les différentes compétitions. Oui, remettre le tableau à zéro, réorganiser complètement le football sur le plan interne et repartir à zéro. Et ça, c'est une possibilité parce que si on y va, vous voyez, à chaque fois qu'on regarde les élections à la FECAFOOT, à chaque fois qu'on saisit le TAS, ces élections sont annulées. On regarde la carte de part. En seul match, il faut reprendre tout à la FECAFOOT. Et comme il y a une volonté politique et ça ne marche pas bien, on va toujours aboutir au même résultat. Ce qu'il faut faire, c'est de mettre fin à cette mafia. Peut-être ma proposition n'est pas à tout le monde, mais je pense que c'est la meilleure proposition. Il faut d'abord arrêter notre participation à toutes les différentes compétitions, sortir de l'association de la FIFA pendant un moment, nous réorganiser, afin pour sauver l'image de marque du Cameroun. Parce que c'est très grave ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est la cacophonie, comme vous l'avez dit, je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, il y a un nouveau comité exécutif de la FECAFOOT, présidé par le sénateur Mbida. Oui. Et en tout temps, Bobo à côté dit que lui, il a le mandat de la FIFA. Ça crée un bordel dans cette histoire. Il faut complètement dissoudre cette idiotie. Alors, je ne voudrais pas sauver le cadre là-dessus, mais je vous accorde. Je voulais juste dire qu'il y a probablement des pistes, comme dans tous les problèmes. Quand il y a un problème, il y a des solutions. Imaginez un seul instant que nous avons beaucoup de grandes sociétés ici. Le football doit être professionnel. Et que ces grandes sociétés-là prennent en charge, n'est-ce pas, certaines équipes. Vous comprenez? Ce qui va se passer, c'est que tous les présidents de clubs qui se font acheter et autres vont disparaître. Je pense. Parce que si nous voulons faire un bon football professionnel ici, il faut penser autrement. Parce que chaque fois, on revient sur la même chose. Pourquoi? Parce que ce sont les mêmes dirigeants. Que ce soit à FECAFOOT, que ce soit dans les clubs. Les gens qui se font acheter, c'est dans les clubs. Vous comprenez? Donc, si ces clubs-là étaient tenus par des grandes sociétés comme partout ailleurs, n'est-ce pas?
on n'aurait pas ce genre de problème. Donc il y a des pistes. Il faut juste, n'est-ce pas, les exploiter et puis arriver à quelque chose. Merci beaucoup à vous, messieurs, d'avoir accepté de jouer au jeu ce soir. Pour ceux qui ont l'entame de ce programme de Tout au clair, permettez-moi d'ouvrir avec Xavier Bellemé-Amand. La nouvelle est donc ainsi donnée par le chairman en personne. C'était le 11 février dernier, lors d'un déjeuner de presse, on va l'appeler ainsi, à Yaoundé, même si des journalistes ont été triés sur le volet. Mais davantage, on retient, le chairman entend tirer sa revanche ou, définitivement, il est parti du parti. Bon, il faut d'abord préciser que toute la presse nationale était conviée à ce dîner de presse. Bon. Et personnellement, je ne vous ai pas invité parce que je sais pas mal aussi à la communication nationale, mais les informations qui m'étaient revenues, on m'a donné la liste de tous les organes de presse qui avaient été convoqués. Moi, je ne peux pas dire que vous avez invité parce que ce n'est pas moi qui gère la communication. D'accord, merci. Moi, je suis tout petit, laissez-moi là où je suis, de grâce. Mais ce qui est sur les organes de presse, la quasi-totalité, vous avez été invité. Il y a eu un rendu, contrairement à ce que vous avez avoué tout à l'heure, que c'est passé comme il a dit. Non, la presse a rendu un vibrant hommage au chairman. Et d'ailleurs, c'est ce que vous continuez ce soir. Et de par ma modeste voix, le reste, je vous remercie pour ce rendu qui est très bien. Mais le départ du chairman, c'est toute une part de l'histoire politique du Cameroun. Une partie de l'histoire politique du Cameroun des années 90 en 2021. Vous savez, il a été l'un des acteurs majeurs, pour ne pas dire l'acteur majeur, du retour du multipartisme avec certains de ses pères. Certains sont morts aujourd'hui, d'autres sont encore à vie. Et c'est toute une bibliothèque de l'histoire politique du Cameroun post-année 90, c'est-à-dire du retour au multipartisme. Donc, le chairman a marqué, qu'on l'aime pas, il a marqué d'une bonne image l'histoire politique. Nous, à l'époque, j'avais peut-être 19 ans ou 20 ans, et quand on parlait, et pratiquement tout le monde nous a impressionnés, nous étions encore très jeunes, nous étions mobilisés, un discours qu'on attend, un autre son de cloche différent à celui que nous étions habitués qui venait du pouvoir. Les chairman, avec des autres pairs, ont pu construire une autre conscience politique nationale dont nous sommes l'émanation, et je me réjouis d'être sur ce plateau, témoin de l'histoire, malgré ma jeunesse, dont je connaissais à l'époque. Donc, le chairman, c'est qui? Le chairman, c'est un citoyen camerounais qui, dans les années, au lendemain, parce qu'il est nécessaire que je fasse un peu petit historique, au lendemain du congrès de Bamenda, 1985, de l'UNC, tenu à Bamenda, qui est devenu RDPC. Beaucoup des anglophones ont fondé leur espoir après le départ du président Ahidjo que le discours du président Biya pouvait apporter un changement dans le sens où ils attendaient des accords de Fumban. Malheureusement, le lendemain de ce congrès de 1985 à Bamenda, ils ont déchanté, c'était un fiasco, et c'était une déception totale de nos frères anglophones. Ils se sont donc inscrits dans l'optique de faire une pétition aux Nations Unies pour dire qu'ils ont été floués par les Nations Unies et par les frères francophones. Et au bout de ces pétitions, parce qu'il fallait mettre sur pied un syndicat qui revendiquait les droits des anglophones, c'est très important ce que j'ai dit. Oui, on va un peu ce syndicat, non, c'est très important parce qu'il faut me laisser terminer. Il s'agit du chairman. Ce syndicat donc qui s'est transformé en un groupe d'études, plutôt de faire sur pied, mettre sur pied des statuts pour un parti politique national. Et qui, au finish, le chairman, de par sa témérité et son courage, était le seul, tout le monde a fait à la dernière minute pour pouvoir lancer le chairman. Le SDF, il était le seul qui a pris la tête du mouvement dans les années 90 en allant à la préfecture à Bamenda pour déposer les textes du SDF. Et le 26 mai, le lancement par une marche, il y a eu plusieurs Camerounais qui sont morts. Ça, c'est l'histoire du pays. Ils sont morts parce qu'ils ont voulu simplement exprimer leurs droits d'expression et d'association. On les a réprimés avec une telle barbarie qu'il y a eu plusieurs jeunes qui sont morts. Et à l'époque, vos confrères à Sia TV, ils avaient fait Zachary et Antoine Maringonon, ils avaient, pour les citer, ils avaient déclaré à la Sia TV qu'il y a eu quelques jeunes Camerounais qui ont été piétinés par balle. C'est une phrase qui est restée célèbre. Et je le dis avec autorité, malgré les remous à côté, je le dis, et c'était ça qui ont été piétinés par balle. Malheureusement, aujourd'hui, plusieurs 30 ans ou 31 ans bientôt,
Oui, il y a eu 0 mort. Voilà, après l'autre a dit 0 mort. Donc, le chairman, de par sa témérité et son courage et son flegme qu'il a gardé jusqu'aujourd'hui, donc aujourd'hui notre leçon, une très belle leçon de l'humilité et de la citoyenneté républicaine. Il dit que non, j'ai fait 30 ans, j'ai atteint 80 ans aujourd'hui. Je ne peux plus mener les mêmes batailles des années 90, je me retire. Je laisse la chance aux plus jeunes de continuer parce que la République n'est pas une propriété d'un individu. Nous faisons, chacun de nous fait une part de ce qu'il peut faire et que les autres qui le succèdent continueront l'œuvre. L'œuvre est éternelle, elle est perpétuelle. Donc, je crois, c'est une leçon qu'il administre au leader de M. Rifoué, le docteur Rifoué, qu'il tient compte parce que comme il a toujours monté le cap, d'ailleurs, en 1992, il avait battu le président Biya. Le président Biya l'avait battu copieusement. Le président Biya, dans les vrais résultats que nous avons, il était 3e. John Food était 1er et Belouba était 2e. Et aujourd'hui, la Cour suprême, dans la tricherie d'habitude, parce qu'à l'époque, c'est le sous-préfet, je le dis, et je suis sûr que le docteur Rifoué, qui va me contredire tout à l'heure, à l'époque, faisait le corps primaire. Il n'était même pas encore, je pense qu'il était déjà au cours dans un collège, dans un collège, il était encore à l'école primaire. Donc, pour finir rapidement, il dit que le chairman avait gagné le président Biya, il avait battu, mais malheureusement, c'est le président Biya à la fin qui a été déclaré. D'ailleurs, l'arrêt du président de la Cour suprême, Tchipandamouel, était clair là-dessus. Il a énuméré toutes les irrégularités, falsifications de PV. Malheureusement, on pensait à l'époque qu'il va chuter et dire que bon, vu ce qui précède, nous battons l'élection annulée. D'accord. Il a d'abord la loi l'autorité de l'annonce à l'époque le 11 février, choisi peut-être à dessein par le chairman John Frondi, jour de célébration de la fête nationale de la jeunesse. Mais au-delà de cette annonce, qu'est-ce que vous retenez de cette sortie du chairman John Frondi? Écoutez, la première chose qu'il faut indiquer, c'est que si le chairman pensait qu'il avait encore un avenir politique, il aurait été candidat à l'élection présidentielle d'octobre 2018. Or, il n'a pas été candidat. En 2018. En 2018. C'était une indication claire qu'il se retirait du jeu politique national, même s'il pouvait continuer à jouer un rôle. Ce qui est le cas puisqu'il restait le président du SDF. Maintenant, donc, cette annonce qui a été faite le 11 février, c'est simplement la confirmation de l'option qui a été choisie dès 2018 lorsqu'il a choisi de ne pas se présenter et de céder la place de candidat pour sa formation politique à un autre candidat. Il y a un débat dans lequel je ne veux pas rentrer parce qu'on n'est pas ici pour refaire l'histoire, mais je veux quand même corriger 2 ou 3 choses. Bon, la présidentielle 1992, le président Biya l'a remporté. Ce sont les résultats, les seuls résultats qui font foi, ce sont les résultats qui sont publiés par l'organe en charge et à cette époque c'était la Cour suprême, siégeant à lieu et place du Conseil constitutionnel. Et la validité des résultats ne signifie pas, le fait que les résultats soient valables ne signifie absolument pas qu'il n'y a pas d'irrégularité. La question qu'on se pose souvent dans de pareilles circonstances est celle de savoir si les irrégularités qu'on a observées sont susceptibles d'altérer la sincérité du résultat. Et je pense que si la Cour suprême a validé ces résultats, ça signifie effectivement que les irrégularités qu'il y a n'étaient pas... Oui, je voulais quand même faire cette correction parce qu'il ne faut pas laisser passer ce genre de choses. Maintenant, est-ce qu'il y a un héritage? Est-ce qu'il y a un héritage du chairman? Le chairman, ça a été une figure politique majeure dans notre espace. Ça, personne ne peut le nier, même nous, au SDF, on reconnaît. Nous, RDPC, autant pour moi, même nous, RDPC, nous reconnaissons effectivement que ça a été un adversaire valeureux qui a su être républicain, il faut le rappeler, quand il le fallait. Donc, je ne veux pas rentrer dans le petit jeu malsain dans lequel Xavier veut m'entraîner. Il faut rendre hommage à cette figure qui s'est battue pour ses idées avec conviction, mais dans le cadre de la République. Et effectivement, ça doit parler à tout le monde. Parce qu'au-delà du jeu partisan, il y a quelque chose qui nous unit, et ce quelque chose-là, c'est la République. Et à chaque fois que la République a eu besoin du chairman, il ne s'est pas défaussé.
En cela, certains leaders de l'opposition devraient prendre de la graine au regard de son parcours. Maintenant, je suis désolé, le chairman n'a pas de leçon à donner à notre champion. Je tiens à rappeler à ceux qui nous écoutent ici que le président Biya, lui-même dans son adresse du 11 février, a clairement indiqué que la transition générationnelle est en marche et que cette transition générationnelle-là va s'opérer dans un certain nombre d'instances qui sont prévues dans la Constitution. C'est l'Assemblée nationale, ce sont les conseils municipaux, ce sont les conseils régionaux. Donc, effectivement, chez nous, la transition générationnelle est en marche et elle va se faire sereinement. Nous n'avons pas attendu, le président de la République n'a pas attendu que le chairman ne se présente pas en 2018 ou qu'il annonce officiellement son retrait pour indiquer que la transition générationnelle était en marche au Cameroun. Merci à vous, Patrick Riffo, pour ces précisions. Jean-Baptiste Ketchatin, sur cette question, une leçon d'humilité, la sortie officielle annoncée par le chairman en personne? Non, c'est... Je ne vais pas dire un has-been, mais... vous l'avez dit quand même. Je ne vais pas le dire comme ça, mais c'est quelqu'un qui est dépassé par l'histoire. Comment ça dépassé par l'histoire? Monsieur Riffo, tout à l'heure, l'a beaucoup ménagé. Je le comprends parce que c'est globalement son camarade, parce qu'ils sont de la même famille. Globalement son camarade, comment ça? Justement, un ex de l'UNC pour le SDF. L'UNC, c'est le parti qu'on appelle aujourd'hui RDPC. Mais c'est pas la même chose. C'est exactement la même chose. Pour ne pas dire pire. D'accord, allons-y. Donc, Foundi a cette culture-là, à l'origine c'est un RDPC. Et vous avez bien dû remarquer tous les éléments que les uns et les autres ont recensés depuis que nous en parlons pour décrire le bonhomme. C'est quelqu'un qui est RDPC et qui surfe sur la vague de mécontentement de la bourgeoisie anglophone, comme l'a dit M. Bellem. Ceux qui ont créé le SDF avec lui, c'était des anglophones. Et le SDF, au départ, tel que les Foundi le créaient, parce qu'il y avait d'autres personnes qui auraient pu lui donner une envergure nationale, mais pour eux, c'était l'affaire de revendiquer une meilleure place pour la bourgeoisie anglophone. C'est pour ça que quand vous regardez la liste des créateurs, c'est ses cousins, ses amis, c'est les Mouna, tous les mécontents anglophones du RDPC. Et quelques hauts fonctionnaires, donc des gens qui sont au service de l'État du RDPC. Il faut le souligner à grands traits pour comprendre la logique et la philosophie qui ont guidé l'action de l'homme. Sinon, on ne comprend pas où on va. Parce que quand M. Béhémé, quand on voit la manière dont il défend son camarade Foundi, avec des arguments qui ne respectent pas la vérité des faits, on juge encore à nouveau la culture qui est celle des gens du SDF. Parce qu'il faut respecter la vérité des faits. Quand on dit par exemple qu'il a lancé son parti dans le sang, ce n'est pas la vérité. Ce qui s'est passé exactement, c'est que Foundi, il a certes eu le courage d'aller déposer le dossier à la comment on appelle ça, la préfecture, mais c'est parce que avant qu'il n'aille déposer le dossier, plusieurs Camerounais avaient déjà levé la tête pour dire que nous on réclame le droit de créer des partis dans ce pays. Il y avait des gens qui avaient déjà écrit à Paul Biya pour dire vous légalisez l'UPC. Nous on avait des camarades en prison. Henriette Ekwe et Kanye étaient en prison en même temps que Yondo et quelques-uns, pour avoir voulu poser le problème du multipartisme. Et eux, ils ont revendiqué ça. C'est quand le ministre de l'administration territoriale a dit non, ces gens-là ne sont pas en prison parce qu'ils ont voulu créer un parti, que Foundi a dit ah ben si c'est le cas, donc vous pouvez recevoir mon dossier. Ça, il a été courageux de s'engouffrer dans la brèche. Mais ce n'est pas lui qui a ouvert la brèche. Longtemps avant lui, les gens se battaient.
Ça, il faut le souligner à grands traits, parce que dans ce pays, les gens réécrivent toujours l'histoire. Et quand il lance son parti, il va à la place du meeting, il tient un discours, il harangue la foule, comme il sait très bien le faire, il retourne chez lui. C'est des jeunes très heureux de voir le lancement du parti se faire, qui descendent vers le centre-ville, qui rencontrent là-bas un groupe de militaires et ça se passe mal. Oui, parce que la récupération aussi, c'est pas sain en politique. Quand on récupère ce qu'on n'a pas fait, c'est pas sain. Concrètement. Non, c'est pour dire que le SDF, je rappelle tous ces petits faits historiques là, pour dire que le SDF, c'est comme un ballon de baudruche. Ça a beaucoup gonflé, mais il n'y avait rien dedans. Ce qui fait que dès les premières épreuves, il a commencé à se dégonfler. Et quand je dis qu'il n'y avait rien dedans, c'est parce que leur culture fondamentale, c'est la culture des RDPC. C'est des gens qui surfent sur les événements, qui profitent, qui vont à gauche, qui vont à droite, et qui ne se préoccupent pas du changement fondamental dont le pays a besoin. Parce que si on veut, peut-être qu'on va revenir au fond, si on veut prendre l'événement le plus récent, Froundi sort, quitte la tête du SDF dans un moment extrêmement grave pour le pays et pour son parti. C'est la crise anglophone. Mais qu'est-ce qu'a fait M. Froundi quand cette affaire a commencé? Parce que son camarade Rifoué l'a aidé en disant qu'il s'est toujours montré républicain. Non. Lorsque les violences ont commencé à se généraliser dans le nord-ouest et le sud-ouest, Froundi qui devrait, plus que n'importe quel autre anglophone, défendre l'unité du pays parce que c'est le pays qui l'a fait. Il était populaire dans les zones francophones comme dans les zones anglophones. Lui qui devait défendre l'unité du pays s'est mis à dealer avec les Amazoniens. D'accord. Donc on pourrait revenir dessus. On va y voir quelles sont les raisons fondamentales pour lesquelles aujourd'hui il se retire. Mais il faut le souligner à grands traits. Il a une culture des RDP6 et il a beaucoup bénéficié des circonstances favorables de l'histoire. Alors, Cyril Sambaka, lorsqu'on évoque le nom du chairman John Froundi, c'est un véritable cadre de la scène politique. Vous ne me démentirez pas. Peut-être que vous ne serez pas en accord avec Jean-Baptiste Ketchatin sur l'homme que représente John Froundi aujourd'hui, qui décide de tirer sa révérence, de quitter à la fois la tête du SDF, mais aussi la scène politique. Vous avez déjà vu que Ketchatin était d'accord avec quelqu'un? S'il n'est pas de l'UPC? Jamais, parce que la philosophie c'est quoi? Soit on est rouge, soit on est de la droite. Voilà. Donc Ketchatin, il parle comme moi je m'attends à ce qu'il parle. Mais ce que je dois remarquer, c'est qu'à cette époque de Braise, c'était vraiment difficile. Et on peut reconnaître que le John Froundi a eu un courage, vraiment un courage, n'est-ce pas, d'y aller. Mais Ketchatin a raison. Avant tout cela, il y a eu le bâtonnier Yondo avec les Kane Anissé et Henri Teko et tout, qui avaient été arrêtés et traduits dans la cour militaire, n'est-ce pas, le tribunal militaire. Alors, c'est eux qui étaient les déclencheurs de cette affaire où il fallait avancer vers la démocratie. Le mur de Berlin était tombé, il était hors de question de penser que le Cameroun allait rester en arrière, n'est-ce pas? Et tous les autres pays africains avaient commencé déjà, n'est-ce pas, à s'aligner sur le multipartisme et la démocratie. Le problème qui se posait au Cameroun, c'est que le président avait accepté finalement le multipartisme, mais n'avait pas accepté la démocratie. Parce que la démocratie, le multipartisme, c'est pas avoir plusieurs partis, il faut qu'il y ait la démocratie. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle la revendication de l'opposition à l'époque, c'était qu'il faut une constitution qui cadre avec la nouvelle donne. On ne pouvait pas faire de multipartisme avec cette constitution qu'on avait à cette époque. L'année, je me rappelle, 2014, non, pas 2014, avant, 2008 peut-être, ou même 2004, quand on revendiquait, n'est-ce pas, les fichiers informatisés. Vous vous rendez compte que ce sont ces revendications-là qui ont abouti à ce qu'on a aujourd'hui.
nous revendiquions cela. Mais si cette revendication était portée par le chairman Lee Jong-fong, on nous a interceptés à la poste d'Aqua. J'étais avec Nietzsche. C'est Nietzsche qui m'a sauvé ce jour-là, je serais mort. Parce que quand on a chargé sur nous, c'est Nietzsche avec ses gars qui m'ont protégé. Je me suis retrouvé dans la voiture de Nietzsche qui ne touchait plus le sol. Après, il m'a dit, Sam, je pour la démocratie. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que dès lors que 92 est passé avec cette élection présidentielle, où il a fallu que le troisième, c'est-à-dire Bello Bouba Maïgari, reconnaisse la victoire qu'on lui donnait, du moins que le SDF lui donnait, plus les voix de Bello, ça dépassait les voix de Lee Jong-fong, la victoire de Paul Biya. Voilà ce qui s'est passé à cette époque-là. Donc, moi je pense qu'il y a eu ce temps-là, mais ce que vous devez reconnaître et savoir, ça. Donc, il s'est mis à déconstruire l'opposition. C'est-à-dire à entrer même dans le SDF, vu que le non-respect des résolutions de la tripartite, à savoir faire une tripartite 2, a fait en sorte qu'à cette époque-là, le SDF et l'UDC ne sont pas partis aux élections. Donc, à l'Assemblée nationale, il y a eu l'UNDP, l'UPC, le MDR. Donc, ce qui s'est passé, tout le monde le sait, l'opposition, si on appelle l'opposition, était majoritaire. l'UPC n'est pas un enfant de cœur. C'est pas le DPC qu'on fait. C'est davantage la question. Non, mais je suis en train de vous dire. Quel est le rôle qu'aura joué le chairman Lee Jong-fong à cette époque où on a revendiqué à Conakry le retour au multipartisme, le retour à la démocratie. Lee Jong-fong, comme Adamu Dandrea, comme Eboa Samuel, comme l'UPC, bon, je ne donne pas un nom à l'UPC parce que l'UPC reste pluriel. Donc, tous ces gens ont travaillé, n'est-ce pas, pour le retour de la démocratie. Je peux même vous dire que l'Union pour le changement n'était pas le SDF seul. Il y avait plusieurs partis et je peux vous dire avec beaucoup de stratèges, parce que si je dévoile aujourd'hui ce que par exemple le Manidem a fait pour cela, peut-être que Ketchanten ne sera pas content. Donc je préfère m'abstenir. Je préfère m'abstenir. Donc, en réalité, Lee Jong-fong a déclenché un mouvement. Il a déclenché le fait de la revendication de la liberté, la revendication de la démocratie. Il n'était pas seul. Les autres l'ont fait. L'avantage de Lee Jong-fong, c'est que son courage avait permis de faire parler du Cameroun partout. Alors, il y a eu beaucoup d'adhésions à ce moment-là. Alors, il y a eu beaucoup d'adhésions à ce moment, donc on doit mettre un capital histoire sur le nom Lee Jong-fong, mais au-delà de cela, y a-t-il véritablement un héritage? Aujourd'hui, on a un Social Democratic Front, permettez-moi l'expression, qui est plus que jamais mal dans l'échiquier politique, plusieurs élus au niveau de l'Assemblée nationale, des centaines d'élus au niveau communal. Aujourd'hui, on a pratiquement que 5 élus au niveau de l'Assemblée nationale, très peu d'élus, on n'a pas dit des centaines non plus, au niveau communal. Que s'est-il passé? Est-ce que finalement, Jong-fong a joué le rôle du patron de parti politique, peut-être même du stratège dans cette formation politique de l'opposition? Oui, et effectivement, mais avec votre permission, j'aimerais préciser une chose. Et non pas pour polémiquer avec Jean-Baptiste Ketchanten, mais c'est très important de le préciser. Ni le SDF, ni un militant du SDF ou le chairman, personne n'a revendiqué l'exclusivité de lutte pour arriver au multipartisme, au retour du multipartisme dans les années 90. Parce qu'il faut bien préciser que le multipartisme au Cameroun a existé jusqu'en 1966 et pas de loi d'exception. Ça a été interdit par et puis jusqu'en 90 que ce soit le retour. Et puis de deux, préciser que effectivement, dans ce que Ketchanten a dit, il y a une part de vérité. C'est qu'il y a eu d'autres acteurs avant, notamment ceux dont le président Cyril Sambaka citait. Mais le chairman a été celui qui a mené le débat avec beaucoup plus d'éclat. Et pour arriver au multipartisme. Mais tout le monde a contribué. Et d'ailleurs, je suis très surpris que Ketchanten prenne le chairman en noir, puisque
le chairman a été le candidat du Maniden à l'élection présidentielle en 1992, si ça veut dire qu'il fait insulte à son propre parti, à ses camarades, d'avoir fait du chairman et battre campagne pour lui, et lui faire gagner les élections, même si les résultats officiels ne lui ont pas été reconnus par la Chambre, la Cour suprême. Et d'ailleurs, pour dire au docteur Ifo, que c'est le président de la Cour suprême qui énumérait les irrégularités. Non, pas de cette élection. Je ne peux pas revenir là-dessus, s'il vous plaît. On est sur le cas du John Frondi. Si vous voulez que vous donniez, nous parlons de l'histoire. Qu'est-ce que véritablement John Frondi, aujourd'hui au sein du SDF, peut garder comme héritage dans cette formation politique? C'est un parti, je ne vais pas le dire en lambeau, mais un parti qui tout de même souffre de l'intérieur. Oui, le chairman laisse un lourd héritage. Et il est connu, il n'a pas été un homme chiche, il a fabriqué des camarades. Il y a des leaders au sein du parti. Il en a fait, tandis qu'il n'a pas été ce leader qui voudrait tuer tout ce qui est tout autour de lui. Aujourd'hui, le chairman décide aujourd'hui de prendre sa retraite parce qu'il est conscient qu'à l'intérieur du parti, il a des militants qui ont le potentiel et la capacité de porter le combat qu'il a mené depuis 30 ans et de continuer et de belles manières. Et ça, c'est d'un. Et de deux, le chairman, quand il annonce effectivement son retrait à la vie publique, politique publique, il a dit une chose. Il a dit qu'il reste à la disposition de l'État. Au cas où il y a un gouvernement de transition, il peut bien y participer. Ça, c'est une exception qu'il a soulevée. Pour rester dans le cas de sa retraite, il laisse le parti dans une situation difficile. Difficile, les raisons peuvent être aussi que le leadership national du parti peut ne plus avoir la fraîcheur physique d'antan et qu'il est conscient de ça et qu'il faut un choc, une sorte de choc au niveau du sommet pour que l'énergie soit encore reboostée et laissée à eux plus jeunes. Et parce qu'il est conscient que ces plus jeunes peuvent faire encore mieux que lui, ou alors comme lui, pour pouvoir essayer le parti plus loin. Et puis, c'est quoi? C'est une œuvre humaine. Un parti politique est une idée, est une œuvre humaine. Comme toute œuvre humaine, il y a des moments où on connaît l'ascendance et des moments où on connaît la descendance. C'est tout à fait normal. Mais ici, c'est parce que l'œuvre ne peut pas mourir. Ceux qui pensent que l'œuvre va mourir, ils se trompent parce qu'on ne tue pas une idée. Mais parce que l'œuvre est construite sur la base d'une véritable vision politique. Vision de la République. Qui est basée, qui a pour socle la forme de l'État fédéral. Et qui aujourd'hui reste d'actualité et le seul moyen de pouvoir assécher l'idéologie sécessionniste. Quand de part la M. Ketchaton, qui peut venir comme tout bon manidem, aboyer sur un plateau comme ça, que le chairman n'a pas pu mettre fin. Le chairman n'est pas une armée, c'est une association, un parti politique est une association privée et civile. Le chairman en a fait une offre au chef de l'État. M. Ketchaton ce jour était absent. Quand le chef d'État, pourtant il le disait, à mon deux viens sur vos confrères de la CETV. À titre de rappel, c'était à l'occasion où l'équipe nationale était sacrée championne d'Afrique au Gabon. Quand le chef d'État recevait, il a envoyé un carton de visitation au chairman. Le chairman a répondu et il a dit, après l'entretien qu'il a eu avec le chef de l'État, qu'il est venu là pour dire au chef d'État ce qui est en train de se passer au nord et au sud-ouest, qu'il a la solution de ça entre ses mains, qu'il a réglé ça maintenant avant qu'il ne soit trop tard. Et qu'il a rappelé à son épouse que madame, s'il vous plaît, ne laissez pas votre mari s'endormir, il faut le réveiller parce qu'il a encore temps de régler cette affaire trop tôt. Donc, que quelqu'un est de ceux qui pensent que pour régler un problème comme celui-là, c'est des Camerounais, les ambassadeurs, ce qu'il appelle ambassadeurs, sont des citoyens camerounais, qu'il fallait les massacrer tous. Moi, je pense que ce n'est pas une solution. D'ailleurs, depuis 4 ans, bientôt 5 ans, où on a opté pour l'option militaire. Chaque jour, c'est la désolation dans les deux régions. Il y a des tueries partout, militaires comme civils. Vous voyez, donc on n'arrive pas à trouver la paix. D'accord. Donc, il faut trouver, je crois qu'à la fin, le chef d'État va écouter le chairman et expérimenter les propositions du chairman, comme de plusieurs autres acteurs au Cameroun. Alors, donc, nous espérons qu'on va arriver là. D'accord. Alors, docteur, sur la question de l'héritage, le chairman John Frondi, il a dit qu'il s'en va, mais en même temps, il a dit qu'il reste pour observer cette jeunesse qui va arriver. Est-ce qu'on a envie véritablement de partir ou on a envie de rester, mais en même temps, on ne sait pas exactement ce qu'on doit faire? Écoutez, s'il vous plaît. Si le retrait du chairman, avec tout le respect qu'on lui doit, n'est pas un retrait total, c'est parce que la situation est assez critique au sein du SDF. Et moi, j'ai de la compassion pour ce parti politique, que ce sont nos adversaires, et je les respecte. Bon, vous avez une formation politique, une formation politique de gauche, idéologiquement. C'est ça le SDF. Ils ont un positionnement à gauche. Aujourd'hui,
ils sont en train de frayer avec une formation politique qui est à l'extrême droite de l'échiquier, le MRC. Moi, je ne sais pas, quand on parle d'héritage politique, j'ai entendu M. Bellemé parler d'idées. Comment ça signifie qu'on n'est plus sur le terrain des idées, on est sur autre chose. Or, c'est la situation dans laquelle le SDF se trouve aujourd'hui. Vous savez, il y a une expression qu'ils ont popularisée depuis un certain temps, c'est « on va faire entrer l'avion dans le taxi ». Et ça, c'est le projet d'un certain nombre, j'entends parler de cadres qui ont été bien formés par le chairman. Je crois qu'il y en a qui ont été déformés. Parce que vous avez quand même des gens au sein du SDF qui ont entrepris, qui travaillent d'arrache-pied à faire entrer le SDF dans le MRC. Beaucoup aujourd'hui ne seraient plus au SDF si le MRC avait participé aux élections législatives et municipales. Il y en a qui avaient leur démission dans les poches. Et quand ils ont appris, on ne sait pas comment, que le MRC n'y allait plus, ils ont changé d'avis. Très stratégiquement. Mais ils sont est-ce que finalement il y a donc une idée derrière le projet qui a été porté par le chairman, puisque vous parlez de gens qui avaient des démissions dans les poches et qui, simplement du fait d'une annonce, ont choisi de rester quand même dans la maison. Je vais arriver à l'argument. Ce que je veux indiquer par là, c'est bien que peut-être que le chairman avait une idée. Et moi je respecte cette idée. Mais j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les idées qui sont le driver du SDF. Des gens ont des agendas autres. On veut être maire, on veut rapidement rejoindre le MRC parce qu'on pense que la popularité du MRC peut nous permettre d'être élus conseiller municipal, ainsi de suite. Je n'ai pas le sentiment que c'était ça l'idée que le chairman se faisait de la politique. Et donc, s'il est encore là, c'est-à-dire s'il n'est pas parti totalement, c'est parce qu'il sait qu'il y a le feu dans la maison. Et moi, j'entends dire, les partis politiques vivent et meurent comme tous les organismes vivants. Donc, le SDF n'est pas à l'abri d'une mort. Peut-être qu'il est même déjà, et c'est ça le plus inquiétant, peut-être qu'il est déjà en état de mort cérébrale. Donc, toute l'agitation qu'on voit là n'indique pas que le SDF est un parti qui reste un parti viable. Moi, je suis vraiment inquiet pour cette formation politique qui a animé le jeu politique pendant un certain nombre d'années et pour laquelle il faut avoir du respect. Donc, peut-être que dans quelques années, on parlera du SDF simplement dans les universités, dans le cadre de journées d'études et de colloques, mais que le SDF ne sera plus une formation qui animera la vie politique parce qu'il aura été totalement phagocyté par le MRC. Alors, est-ce que finalement, il y a quelque chose à mettre sous la dent? Le chairman a fait, il n'a pas fait, il nous dit il s'en va, mais il reste tout de même parce qu'il le pense, la jeune génération qui arrive doit pouvoir bénéficier de l'expérience qui est la sienne. Mais est-ce qu'il veut vraiment partir, le chairman? Quand vous dites est-ce qu'il veut vraiment partir, c'est parti où? En réalité, il est cuit là, il est fini. Parce qu'il n'a plus sa base. Il n'a plus sa base. Il a le SDF, c'est toute sa base. Non. Le SDF est un parti qui est du monde national. Non, pas du tout. Je vous rappelle que le SDF dans ce pays a pratiquement bousculé, récupéré la base du péciste. Je dis pratiquement. Mais il s'en est très mal servi. Parce que quand M. Rifoué dit que le SDF c'est un parti de gauche, mais nous on tombe de nu. C'est pas un parti de gauche, c'est un parti qui est vraiment issu de la droite camerounaise. C'est les mécontents du RDPC. Et vous voyez bien la culture qui est la leur, qui transparaît dans leur comportement. Tout à l'heure, je disais que M. Fundi a manqué l'occasion de renvoyer l'ascenseur au Cameroun, affaire du SDF là. Le Cameroun qui l'a envoyé a étudié. Parce que quand M. Rifoué dit ouais, la Cour suprême a proclamé, prenons même vos résultats, M. Rifoué. Quand vous avez gagné la dernière élection à 99% et vous gagnez la prochaine à 39%, vous connaissez quand même qu'il y a un gros problème. Où sont passés les 60 autres? C'est que d'un point de vue numérique, vous ne représentez pas la majorité dans le pays, même d'après vos propres chiffres.
Donc, quand nous soulignons les origines du SDF et le comportement de M. Froundi, ce n'est pas pour le plaisir de le souligner ou bien pour l'embêter, comme dit M. Sambaka, on est contre tout le monde. Non, c'est pour dire qu'il y a une culture dans ce pays qui est la culture des gens du système néocolonial qui n'est pas bonne pour le pays. Monsieur Bellemé, même par reconnaissance pour les Camerounais qui ont voté pour Froundi en 92, Froundi n'aurait jamais dû dire si j'étais plus jeune, je serais ambazonien. C'est-à-dire, même s'il le pensait vraiment, il aurait dû tenir compte du reste du pays. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de problème dans le nord et le sud, qu'il n'y a pas de problème anglophone. Comme vous dites que nous on a dit qu'il faut massacrer, massacrer qui? On ne dit pas qu'il n'y a pas de problème, mais on dit qu'il y a des choses qu'on ne peut pas accepter. Vous ne pouvez pas dire que si vous êtes plus jeune, vous serez ambazonien et dire que vous aimez le pays. Cela veut dire que vos enfants, vos petits-enfants qui sont plus jeunes, doivent donc gagner la bourse, puisque le grand-père ne peut pas, le père ne peut pas se battre. Ben, c'est les enfants qui doivent se battre, qui doivent tenir le fusil. C'est ça qui est le problème. C'est ça qu'on vous reproche, pas autre chose. Vous avez bien fait de noter que le Maïdem avait soutenu, à l'époque, tous nos camarades étaient encore dans la grande UPC, a soutenu, c'est à la permanence du Maïdem en effet, que M. Froundi a été désigné candidat de l'opposition populaire. Qu'est-ce qu'il a fait après? Il s'est comporté comme si c'est lui seul qui avait gagné. Alors maintenant, I don't talk to small political parties. Vraiment, ça lui montait un peu à la tête là. Mais au fond, il n'y avait rien. La preuve, c'est aujourd'hui. Donc, quand un individu se comporte comme ça, dit, vous faites un groupe, vous allez à l'élection, vous gagnez l'élection, il y a des problèmes. Ce que vous deviez faire, c'est de revenir vous concerter. Même aujourd'hui, en 2020, est-ce que le SDF a la capacité de s'asseoir avec d'autres partis de l'opposition, discuter des problèmes du pays? Lors de la dernière élection présidentielle, nous avons écrit, ils ont une forme d'arrogance qui est typique des pécistes. On a écrit pour leur dire, bon, voilà les propositions que le Maïdem fait. Puisque vous pouvez être candidat, vous pouvez avoir une candidature, donc on peut faire une plateforme commune, comme on l'a fait en 92. Avec des propositions, tu penses quoi de cette situation? Et puis vous trouvez un terrain d'entente. Ils n'ont même pas eu la politesse de répondre. Comme Paul Biya d'ailleurs. Ils n'ont pas répondu. Une simple lettre. Répondre, bon, on a vu votre lettre et on y réfléchit. Même une chose comme ça pour gagner du temps. Non. Ils sont tellement sûrs d'eux. Et pourtant, la réalité du terrain leur montre qu'ils ne sont plus ce qu'ils étaient. Et ils sont devenus ce qu'ils étaient par un concours de circonstances. C'est pour ça que je vous disais, M. Bellemé, on ne peut pas vivre éternellement sur l'histoire de 6 morts de commercial, comment on appelait donc, parce que quand vous prétendez nous dire que sur la crise anglophone, il n'y a pas eu de complicité dangereuse, je peux vous citer un nombre impressionnant de cadres du SDF qui ont pris des positions et qui continuent de prendre des positions pro-ambazoniennes. Et vous ne pouvez pas, avec un tel comportement, prétendre que le SDF que Froundi laisse, c'est un SDF qui va se développer ou bien qui va reprendre les positions anciennes. Non, pas du tout, parce que la crise anglophone, la présence sur les terrains de lutte sociale, parce que une des choses qui a tué le SDF, c'est que c'était un parti leader sur la base de fantasmes. Un vrai parti se développe sur la base de luttes populaires. On n'a jamais vu le SDF sur les luttes pour l'eau. On n'a jamais vu les SDF sur les luttes pour l'électricité. On ne les a jamais vus sur les questions de droits de l'homme pour marcher. Ils ont capitalisé tout sur les 6 morts de Bamenda et sur le discours de Boudjé de Froundi. D'accord. 30 ans plus tard, on en est où on en est. Ils ont fait des deals avec les ambazoniens. Quand ça n'a pas marché, ils sont devenus des ambazoniens embourbés. Alors ça ne peut pas marcher. Alors finalement, est-ce que... Non, vous ne pouvez pas dire enfin, président Siri Sambaka, je sais que ça vous manque le débat, mais vous êtes avec nous ce soir et je vais vous essorer davantage, hein, s'il vous plaît. Siri Sambaka, je vous essorer ce soir. On parle de ce chairman-là, qui aura été ou qui est encore une figure emblématique, puisqu'il entend prendre sa retraite, il n'a pas encore véritablement prise. Certains estiment que sa retraite était déjà consommée depuis 2018. Est-ce qu'en 2018,
Foundi était partant ou malheureusement Foundi était dans une situation où il n'avait pas le choix, il était obligé de faire comme ça? Merci de m'avoir invité ici ce soir parce que je dois vous dire quelque chose. Rifoué, je l'ai toujours trouvé sympathique. Je ne connaissais pas son côté cynique. Je viens de le découvrir. Je viens de le découvrir sur ce plateau. Comment ça? Ben oui, reprenez ce qu'il a dit, vous allez comprendre son côté cynique. Donc ça, je ne connaissais pas ça de lui. C'est la première fois que je m'en rends compte. Maintenant, au vu, moi je pense qu'au vu de cette discussion que nous avons là autour de nous, ça doit nous apporter des enseignements. Parce que, quoi qu'on dise, l'opposition d'hier était mieux que l'opposition d'aujourd'hui. Parce que l'opposition d'hier, on se parlait. C'est ça qui a amené, n'est-ce pas, en 92, le cher Ban à être là où il était. Les gens se parlaient. Même après cela, l'opposition a continué à se parler. C'est ça qu'en 2004, on se parlait jusqu'au moment où il y a eu le crash parce que le Nidjo Foundi n'avait pas accepté que le choix se fasse sur Adamou Damdjoya. Vous comprenez? Mais on se parlait. On avait un programme commun. N'est-ce pas, pour la transition? Parce que quoi que vous dites, ce pays a besoin de transition. On y arrivera un jour. Vous voyez? Sauf que, au niveau de l'opposition, personne ne peut rien seul. Parce que l'entente de l'opposition doit être basée sur cette transition. Qu'est-ce qu'on fait pour que le Cameroun puisse connaître une alternance demain? Sur cette idéologie, je ne la mets pas davantage sur les hommes. Or, nous parlons des hommes. Nous sommes en train de parler des hommes. Malheureusement, les hommes passent, la politique reste, les institutions restent. Donc, à partir de ce moment-là, je pense qu'une émission comme celle-ci, je ne regrette pas d'être venu. Parce que, en réalité, nous pouvons donc dire là maintenant que l'opposition camerounaise est dispersée et il ne faut rien en attendre. Mais qui l'a dispersée? Il faut... Non, mais, Ketchaten a dit dernièrement, a dit tout à l'heure, et ce n'est pas faux, que des militants du SDF, après 92, vous savez, dans un parti politique, il y a plusieurs tendances. Il y en a ceux qui, de par leur façon de parler, éloignent les gens, ou bien s'éloignent des gens. Et il y a d'autres qui comprennent tout ce que Ketchaten a dit là. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées comme ça, mais ce n'était pas tout le SDF. Jusqu'aujourd'hui, le SDF a des tendances, comme tous les partis politiques. Il y a des tendances. L'essentiel, c'est donc de revenir aux fondamentaux. Aucun parti politique ne peut seul renverser le RDPC, l'administration, la police, la gendarmerie, le conseil constitutionnel, entre parenthèses, et le CAM. Et tout cela. C'est difficile. Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que les gens ont le plaisir à dire les gens sont partis du SDF pour le MRC. Non. Le chantier d'un parti politique, c'est sur les jachères citoyennes. C'est-à-dire, nous ne pouvons pas avoir 3,5 millions de Camerounais qui votent sur 28 millions. Ça veut dire qu'il y a des Camerounais qui ne comprennent rien, qui sont là, qui observent. C'est ça qui est le problème aujourd'hui. Et moi, je dis, si je ne suis pas parti de la politique, c'est pour ces gens-là. Parce que ça ne me sert à rien d'aller prendre le militant d'un autre parti pour mettre dans mon parti de l'opposition. Pourtant, je dis de l'opposition de parti. Il demande à une certaine catégorie d'acteurs politiques de quitter la race. Foundi quitte des fonctions, il ne quitte pas la politique. Personne ne peut quitter la politique. On quitte la politique à la mort. Personne. La politique, c'est le seul métier qu'on laisse à sa mort. On ne quitte pas la politique. Parce que même étant à retraite des postes, on vient te demander des conseils. Parce que tu as une bibliothèque. Parce que tu as vécu à un certain moment. La mémoire des Camerounais, elle est souvent très courte. Les Camerounais oublient très vite. Je vous dis, les Camerounais oublient très vite. Même les histoires de 90 là. Les Camerounais ne savent même pas. Il y a plein qui sont dans la police, ils ne savent pas ce qui s'est passé en 90. Ils ne savent pas ce qui s'est passé en 2004. Ils ne savent pas ce qui se passe. Ils pensent que la politique commence avec eux. Non, il faut faire attention.
La politique, ce n'est pas cela. Donc, tirons les leçons. Il y a eu un moment où le parti au pouvoir a tremblé. C'était en 92. Parce que les partis politiques de l'opposition s'étaient réunis. Le pouvoir aujourd'hui fait tout pour que ça n'arrive pas et les partis politiques eux-mêmes avec. Parce que je ne peux pas comprendre que je crée un parti politique pour aller prendre mes militants dans l'opposition. Ils sont déjà dans l'opposition. Je dois aller travailler maintenant pour que tous ces 10 millions de citoyens qui ne votent pas, qu'ils entrent et qu'ils comprennent que tant qu'ils ne vont pas s'engager, il n'y aura aucun changement. Parce que les 3,5 millions là, il y a au moins 1 million qui se sont inscrits seulement pour prendre les 500 000 le jour des élections. Nous faisons les élections depuis 90. Donc nous savons ce qui se passe. Si ceux qui croisent les bras et qui pensent que les choses vont se faire seules, non, il n'en est pas question, mais surtout, il faut que l'opposition commence à se parler. Il faut même que l'opposition parle avec le parti au pouvoir. Le parti au pouvoir a refusé de donner un statut à l'opposition. Donc, nous considérons comme des délinquants. Parce que dans tous les pays où il y a la démocratie, il y a un statut de l'opposition. Mais il n'y a qu'au Cameroun, il n'y a pas de statut de l'opposition. Vous voyez? Donc, il y a beaucoup de chantiers sur lesquels on doit travailler. Ce n'est pas seulement les chantiers des hommes. Les hommes, c'est rien, n'est-ce pas? Il faut travailler sur le système. Comment on peut, à notre tour, n'est-ce pas, amener le système à changer. Donc, Foundi a fait sa part. Il reste une bibliothèque, quelqu'un qu'on doit pouvoir consulter, quelqu'un qui doit pouvoir apporter ses conseils. Il a conseillé Paul Biya, n'est-ce pas? Comme d'autres. Mais c'est Paul Biya qui a les manettes du pouvoir. Donc, il a le droit de dire oui ou de dire non. Alors, vous pensez que c'est un véritable appel d'humilité du chairman John Foundi à l'endroit des autres leaders des partis politiques d'un certain âge? Foundi a rappelé qu'au mois de juillet prochain, il aura 80 ans, 80 balais sonnés. Et pourtant, il y en a de son âge qui continuent à garder les rênes des formations politiques. Mais est-ce que le problème en même temps au sein du SDF n'était pas, ou n'est pas davantage le chairman John Foundi qui aujourd'hui ne quitte pas la politique comme Sirissa Mbaka nous dit, mais se met en retrait, puisqu'on peut également compter sur lui pour les conseils. Oui, effectivement. D'ailleurs, puisque vous avez fait allusion au pouvoir, les 7 institutions au Cameroun sont dirigées par des grabataires, dont le plus jeune a 80 ans. Donc, en commençant par la présidence de la République, qui est la première institution, jusqu'à la dernière, qui est le Conseil économique et social. Donc, vous voyez, donc, nous sommes dirigés par des grabataires. Le chairman donne là le ton, puisque un parti politique est plus facile à gérer qu'une institution de l'État, de la République. Et ici, on peut laisser aux plus jeunes de prendre la responsabilité, le leadership. C'est parce que c'est très difficile. C'est-à-dire qu'au-delà de ça, vous ne rendez plus service, mais plutôt vous vous rendez service. Vous privatisez ces institutions ou cette institution à privatiser. Je dis que Foundi a fait 30 ans, il a compris qu'il ne pouvait plus être efficace comme Foundi qui était plus jeune des années 90. C'est ça qui se retire. On ne peut que l'applaudir. C'est un bel exemple. Moi, je crois que modestement, c'est vrai, je le dis parce que certains vont dire que je suis militant du SDF, mais je dis c'est un modèle. Aujourd'hui, le chairman passe pour un modèle. Déjà en 2018, il a refusé d'être candidat, de poser même sa candidature. Refusé d'être candidat, il est encerclé par les tendances du parti qui malheureusement l'ont contraint à ne pas se présenter. Je ne sais même pas de quoi vous parlez, mais je sais qu'il n'a pas été candidat. Rien ne l'empêchait d'être candidat. Puisque de par le statut du parti, il avait la qualité d'être candidat. Et quand M. Ketia n'était pas d'Abazodia, le congrès s'est tenu à Bamenda. Et moi, je suis délégué de par mes responsabilités politiques dans mon parti. Je suis délégué au congrès, je suis électeur. Foundi n'a pas été candidat, il y a eu plusieurs candidats à la candidature de l'élection présidentielle. Et un a été choisi par les congressistes et il a été candidat du parti. Bon, ensuite, on laisse. Mais je vais dire à monsieur Rufo, au docteur Rufo, que je ne sais pas si étant dans le... Vous permettez, avant docteur Rufo, vous parlez de cette candidature où Foundi n'était pas candidat à la candidature, mais davantage après le choix du jeune qui, justement, après la candidature du SDF,
Fonji a attendu seulement 2 semaines ou alors la veille après le démarrage de la campagne pour véritablement se lancer et accompagner ce jeune. Alors, comment parler de transition politique avec la jeunesse, mais ne pas accompagner la jeunesse lorsque cette jeunesse a la possibilité d'être devant la scène? Oui, là, je suis vous le confronter le président Cyril Sambaka, et qu'au Cameroun, on a la mémoire courte. C'est Fondi qui a lancé la campagne du candidat du SDF, à Bouddha. C'est lui qui a présidé la campagne en lui donnant le famille, en donnant au candidat du SDF le famille que je te passe le pouvoir, continuer avec la bataille. Ça veut dire, rappelez-vous, je suis sûr que dans les archives de LTM, parce que LTM était présent. L'intelligence LTM était présente, ça veut dire que vous avez ici dans vos archives, c'est militaire où vous ne dites pas le famille à Joshua aussi. À Bouddha. À Bouddha. Dans un meeting qui était organisé. Une ville pas du tout représentative. Non, lecteur. Je dis le symbole qui est important. Ce n'est pas le lieu, c'est le symbole. Vous avez critiqué, il ne s'est jamais lancé la campagne. Maintenant, je vous dis, vous venez maintenant, vous remettez en cause la ville. Le Bouddha n'est pas au Cameroun. C'est pas du tout du Tchad. Ah, ok. Le Bouddha est au Cameroun, non? Donc, on peut lancer un meeting à Bouddha, n'est-ce pas? Donc, tant mieux. Bon, et j'ai dit donc, tout à l'heure, le docteur, il faut parler des militants SDF qui marchaient avec une lettre de démission dans la poche pour entrer MS. C'est incroyable. Voilà un monsieur qui est dans son de lui est incapable d'être candidat à une élection municipale. Il veut venir donner la leçon au SDF. Monsieur Rufo, dans votre parti, vous ne pouvez pas être dans une commune de 61 candidats, vous ne pouvez pas être 100e candidat. Vous ne tiens pas. Et je vais vous dire, vous savez à quel moment le MSC a décidé, vous êtes un intellectuel, vous êtes un enseignant à l'université, mais il faut dire la vérité à vos étudiants. C'est la veille, à quelques heures, pas la veille, le jour de dépôt, le dernier jour de dépôt de candidature, que M. Kamto a décidé du boycott. Ça veut dire que si un militant SDF avait la volonté de démissionner, pour aller au MSC, il l'aurait fait il y a longtemps. On ne démissionne pas le jour de dépôt de candidature. Arrêtez le resbouf et la manipulation inutile. D'accord. Donc, ça c'est d'abord. Non, c'est son côté cynique. Oui, il va être un peu cynique. Donc, aucun militant SDF, tous les militants étaient en train de faire des dossiers. Et puis, il n'y a pas une tendance MSC. C'est plutôt dans le MSC, on peut trouver une tendance pour SDF. Peut-être que le MSC n'est pas plus expérimenté que le SDF en politique. Il n'y en a pas. Donc, même Djamel qui s'est égaré à un moment donné, qui m'excuse, c'est mon ami, je ne veux pas dire des choses aussi graves contre sa personne, il s'est rendu compte plus tard. Il est parti, il a continué son chemin. Mais, et puis les deux, faisons très attention. Le loi de la République du Cameroun consacre le principe de la liberté d'expression, de choix et de manifester. Alors, si quelqu'un milite au RDPC et qu'à un moment donné choisit d'aller militer au SDF, pourquoi vous voulez faire un procès? Alors que ce n'est pas le cas. Et je reviens pour dire à dans les années 80, comme l'a si bien dit le président Sambaka, effectivement, l'opposition a travaillé en bonne synergie. La coalition était bien faite. Nous avions, l'opposition a mis le pouvoir de Yaoundé en difficulté et vacillait. Et plus tard, et ça, il faut revenir à l'histoire pour reconstruire mieux le présent et préparer le futur. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons intérêt et l'obligation à l'opposition de recopier les méthodes de 1990 parce qu'elles n'ont pas recette. Malheureusement, à l'époque, les médias, nous n'avions pas de médias. Moi, j'ai été un des projets de tracts. On n'avait pas de médias audiovisuels, on n'avait pas Internet, on n'avait pas Facebook, on n'avait pas WhatsApp. Si l'opposition bénéficiait de mêmes moyens de communication qu'il y a aujourd'hui, ce pouvoir ne s'en sortait pas. D'accord. Et encore à l'époque, c'est le sous-préfet qui inscrivait dans les élections de manière matérielle. Il faisait les inscriptions sur les feuilles volantes. Avec le BIC. M. Zavé. Et voilà la réalité. On parle donc de ce John Fondi. C'est une figure, on est tout à fait unanime sur la question, même si Jean-Baptiste Ketchatin reste quelque peu sceptique sur véritablement l'apport de John Fondi dans le chiquier politique camerounais. Au-delà de cela, est-ce qu'on peut considérer, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui la retraite politique du chairman John Fondi comme un déclic pour les autres acteurs politiques, notamment dans le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, où le président aujourd'hui a 88 ans, qui peut, d'après les statuts, être davantage le candidat naturel du parti. S'il y a une élection en vue, chairman a dit, il n'ira plus aux élections, mais tout de même, s'il y a un poste qui lui est donné sur la transition, il est prêt à l'assumer. Bon, avant de répondre à votre question, une petite précision.
c'est un des ex-camarades, parce que je vais aller plus loin que ce que j'ai indiqué tout à l'heure. C'est un des ex-camarades de M. Bellemé qui se sont retrouvés au MRC. Quand ils ont appris que le MRC n'allait pas au pouvoir, s'il est honnête, il va vous dire qu'ils ont rappelé là-bas pour savoir s'il y avait moyen d'avoir une place sur la liste. Parce qu'ils allaient au MRC pour figurer sur les listes et participer aux élections. Et ils n'ont pas qu'appelé le MRC. Ils ont appelé d'autres formations politiques. Donc, ce que j'ai dit, ce sont des éléments factuels. Maintenant, pour en revenir à votre question, moi, s'il fallait oser une comparaison, je dirais que Nidjon Frunji, c'est un peu le Raymond Poulidor de la politique camerounaise. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez Raymond Poulidor, mais Raymond Poulidor, c'est ce cycliste du Tour de France dans les années 60 et 70 qui était toujours placé, mais jamais gagnant. Et vous savez, quand vous perdez de manière régulière comme ça, vous vous épuisez plus vite que le vainqueur. Donc, je comprends parfaitement le chairman hein, et le fait qu'il soit aujourd'hui émoussé. C'est tout à fait normal. C'est la dynamique de la défaite. Et quand vous rentrez dans ce cycle-là... Elle est tournée perdant, alors. Mais bien sûr, c'est ça, Raymond Poulidor. Vous êtes tout le temps second et vous vous épuisez plus que le vainqueur. Donc, même si vous avez le même âge, votre organisme n'est pas atteint de la même façon. Parce que les combats, vous ne les avez pas vécus de la même façon. Vous n'avez jamais eu la possibilité de savourer une victoire. Celui qui remporte les élections, mais comprenez bien qu'il se régénère et qu'il a envie de repartir devant les populations pour redemander le suffrage. Mais celui qui perd 1, 2, 3, 4 élections, il se demande s'il faut continuer à aller se prendre des camouflets, parce que ce sont quand même des camouflets. Oui, le chairman, bon, le SDF n'était pas là en 97, mais depuis 1992, ils sont régulièrement aux élections. Et les résultats sont sans appel. Le champion du RDPC inflige toujours une défaite magistrale au chairman. Mais il a 88 ans aujourd'hui. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce que Paul Biya, président national du RDPC, suive la logique du chairman, se retirer dans le parti et même s'il reste une bibliothèque dans le parti, qu'il serve davantage de conseiller plutôt que de véritables acteurs, de piliers, de tête de proue. Non, ce que j'ai indiqué, c'était le premier moment de ma réponse et c'était pour vous indiquer que selon que vous soyez le vainqueur ou le second, vos dispositions à ressolliciter le suffrage des Camerounais ne sont pas les mêmes. Des élections. Donc l'envie de retourner devant les citoyens, moi je comprends que ce soit difficile. Je comprends que ce soit difficile pour lui. Et s'il avait eu cette envie, il serait retourné en 2018 et c'est après ce moment-là qu'il aurait indiqué que bon, j'ai décidé de me retirer. C'est que même en 2018, bon, il n'y avait plus cette envie. Il ne sentait pas que son appel pouvait être entendu par les Camerounais. Mais à chaque fois que le président Biya se présente devant les Camerounais, c'est un plébiscite. Pourquoi vous voulez qu'il réfléchisse et qu'il se pose la question? Non, il n'a pas à se poser la question. Maintenant, je suis désolé pour vous, ce sont les faits et les faits sont les faits sont têtus comme disait Khrouchtchev. Donc, maintenant, j'ai indiqué tout à l'heure que le chef de l'État, dans son adresse aux jeunes du 10 février dernier, 10 février, a indiqué que la transition générationnelle était en marche. Le chef de l'État ne considère pas qu'il vivra éternellement. Donc, effectivement, non. Mais le chef de l'État, c'est un être humain comme vous et moi. Il ne considère donc pas qu'il vivra éternellement. Et il a indiqué que la transition générationnelle va se faire dans un certain nombre d'instances. L'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil régional, ainsi de suite. Donc, nous, on attend sereinement que les choses se fassent dans le bon matière, c'est-à-dire la Constitution. Merci beaucoup à vous, Dr Rifoué. Sur cette question de transition générationnelle, doit-on y croire? Le chairman se veut être le précurseur peut-être d'une nouvelle dynamique en la matière, mais peut-on espérer véritablement que le départ du chairman du SDF donne plus de perspectives, plus de
de dynamisme même au sein du SDF? Non, on ne peut pas le penser. La politique, c'est d'abord les réalités du terrain. La politique, c'est la vie quotidienne. C'est elle qui détermine l'émergence d'un leader, d'un individu, d'un élu, etc., etc. Alors que le président Biya parle de transition générationnelle, vraiment, ceux qui veulent y croire, libre à eux. Mais ce qui est réel, ce qui est palpable, c'est une politique qui est menée par-delà les générations. Et quand vous avez une culture de RDP6, que vous ayez près de 90 ans comme Paul Biya, ou 30 ans, ou que vous soyez à mi-chemin à 60, vous voyez le Cameroun de la même façon. Alors que ce soit lui ou un autre plus jeune, c'est la politique qu'il mène qui va déterminer les changements que l'on attend. Parce que quand on utilise ces mots, transition générationnelle, il faut des jeunes, etc., ça donne l'impression que la politique c'est lié à l'âge et non pas à la pratique que l'on a. Si par exemple le SDF ou bien n'importe quel autre parti avait pris, comme l'UPC l'a montré, comme le Maïdem l'a suivi, la résolution de mener les Camerounais vers la politique en prenant en charge les problèmes du quotidien, nous n'en serions pas là. C'est pareil pour le RDPC. S'il prend en charge les problèmes du quotidien des Camerounais, l'âge de Paul Biya ne sera plus un problème. Les gens vont prier même, contrairement à ce que dit M. Rifoué, pour qu'ils vivent éternellement. Parce que si vous résolvez les problèmes des gens vont veiller sur vous. Parce qu'ils savent que vous êtes la clé qui ouvre les portes qui sont bloquées pour eux. Donc, il faut qu'on réapprenne aux Camerounais à lier l'action politique à sa vie quotidienne. Et leur faire comprendre que s'ils ne font rien, s'ils ne s'impliquent pas, s'ils suivent des leaders qui sortent de la cuisse de Jupiter ou qui un jour du 26 mai 90 sont sortis d'une colline de Tarikon, vraiment il y aura toujours des messies, ça va durer 10 ans, 20 ans, et puis on va se rendre compte que en réalité ce n'était pas la solution. Parce que quand M. Rifoué parle du RDPC qui est élu, etc., il donne l'impression que les élections sont liées à leurs performances sociopolitiques, alors que ce n'est pas vrai. Une petite remarque, M. Rifoué. Foundi, il a gagné les élections quand il était au RDPC. Sauf erreur, au moment où il lançait son SDF, là, il était conseiller municipal du RDPC. Et Paul Biya, lui, n'avait pas gagné les élections avant d'être président. C'est le jour où il est devenu président qu'il est aussi. Il s'est dit que je peux aussi être candidat. Il a anticipé les élections et pour la première fois de sa vie, il était candidat. Miracle, il a gagné 99%. Donc, quand vous renversez l'ordre des choses, ça donne l'impression aux Camerounais que vos élections, là, c'est vraiment la référence ultime. Non, c'est ce que vous faites sur le terrain qui vous garantit une pérennité politique. Mais on a tellement dilué le débat politique au Cameroun que les gens croient beaucoup que c'est une forme de sorcellerie politique, ce qui ne marche pas. Ça a marché quelque temps avec Foundi, ça a marché quelque temps avec Biya, c'est en train de marcher en ce moment-ci avec un autre qui dit qu'il va devenir boulot, je sais plus moi quoi. Ça va toujours être comme ça jusqu'à ce que les gens reviennent à la réalité. Et notre réalité, c'est que il faut que nos partis s'engagent sur le terrain des luttes qui vont faire que les 10 millions de Camerounais qui sont électeurs et qui ne sortent pas de chez eux pour venir voter, qu'ils puissent rentrer dans la bagarre politique. C'est ça qui va faire changer notre pays. C'est Zambaka. Je voudrais poursuivre. Oui, vous allez poursuivre. Oui. Vous allez poursuivre. Mais est-ce que finalement, John Foundi n'était-il pas un messie dans la politique camerounaise? Non, pourquoi? Pourquoi un messie? John Foundi était un homme courageux qui s'est attaqué à quelque chose malgré le fait que les initiateurs étaient en prison. Il a dit je prends les choses à la main et puis on avance. Aujourd'hui, il y avait le vent. On ne pouvait pas passer à côté de cette histoire. Tous les pays africains sont passés. Nous, et tous les autres moments, il y a les conférences nationales souveraines que nous avons revendiquées ici et que nous n'avons pas pu avoir. Donc moi, je pense que pour une fois, que Tchaten et moi, on va être d'accord. Nous allons être d'accord. Oui, parce qu'à l'observation, qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que les partis politiques
et les médias ont focalisé toute la politique sur les buzz. Mais pourquoi est-ce que vous mettez les médias, vous associez Oui, les médias à parce ce que vous avez la sortie du chairman John Frondi comme un buzz? Parce que vous êtes très écoutés, n'est-ce pas? Les Camerounais ont envie de savoir, ils ont envie d'apprendre. Mais qu'est-ce qu'ils apprennent? C'est ça la question fondamentale. Le problème de l'eau, quand on met un gouvernement en place, le travail que nous devons faire avec les médias, c'est de connaître leur feuille de route, de savoir ce qu'ils ont fait et ce qu'ils n'ont pas fait. Aujourd'hui, nous voyons des gens à Yaoundé frileux. Est-ce qu'on va même maintenir au gouvernement? Est-ce qu'un nouveau gouvernement va sortir? C'est pas sur ça qu'on juge un pays. On juge un pays sur le travail au quotidien. C'est-à-dire que l'opposition camerounaise, et surtout les médias, parce que vous allez, je l'espère, avoir beaucoup de thèmes sur ce qu'est notre pays. Où est-ce que nous voulons aller? On n'a fait que ça tout le temps. N'est-ce pas? Maintenant, on a parlé d'un problème de football. On a parlé d'un problème de Covid, etc. Il faut rentrer là-dedans. Parce que le Camerounais doit savoir comment on gère ceux qui ont été élus, entre guillemets, comment ils gèrent. Le ministre qui a été nommé, quelle est sa feuille de route? Est-ce qu'il a atteint ses objectifs? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui piétine? Vous voyez, à ce moment-là, le citoyen camerounais vote en conscience. Ceux qui sont partis à l'Assemblée, qu'ont-ils fait? Quelles sont les propositions de loi qu'ils ont déposées, qu'on a même rejetées, s'ils sont de l'opposition? Ceux du pouvoir, est-ce qu'il y a un seul qui a eu le courage de déposer une proposition de loi? Si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qu'ils font là-bas? Donc il faut interroger sur les choses qui peuvent nous faire avancer. Or, nous travaillons beaucoup plus sur les choses qui nous divisent. C'est la raison pour laquelle, moi je pense, et je vais le faire, mon engagement politique, ça sera donc pour amener les gens à se parler, et puis à inventorier, et dire que la politique ne peut pas seulement se faire avec les médias. C'est vrai, les médias, c'est pour qu'on puisse communiquer. Mais nous devons connaître notre histoire. Il y a les anthropologues, il y a tout cela. Aujourd'hui, nous nous battons. Francophones, anglophones. Est-ce que nous avons déjà cherché à savoir qui nous sommes? D'où nous venons? Quelles sont nos valeurs? Alors justement... Donc vous comprenez qu'il y a un vaste chantier qu'il faut attaquer. D'accord. Ben, pour revenir sur le sujet de ce soir, on parle du chairman John Frondi. Donc le chairman a fait ce qu'il... Mais davantage pour ce qui est de ce chairman et John Frondi, par exemple, pour la crise anglophone, on l'évoquait à l'entame de cette émission, est-ce que le chairman a joué franc jeu au moment où les choses allaient à volo, au moment où la crise prenait de l'ampleur? Est-ce qu'il, malgré le fait qu'il ait été enlevé par 2 fois, d'ailleurs certains acteurs politiques ont considéré que cela servait davantage de buzz pour redorer le blason du SDF, plutôt que de véritablement servir les intérêts de toute nation. Oui, les Camerounais adorent le langage haineux. Et c'est dommage. Il faut qu'on sorte de cela, parce que ça nous tourne en rond là. Nous n'arrivons pas à avancer avec cela. Il vous a dit tout à l'heure que le chairman a rencontré le chef de l'État. C'était à l'occasion de je ne sais pas quoi. Il lui a dit, cette affaire-là va se gâter. Il faut faire quelque chose. Le chairman l'a fait. C'est pas ce que tu as dit tout à l'heure. Donc moi, je pense qu'il faut bien écouter. Hein? Il ne faut pas seulement se focaliser sur ce que les gens qui s'entre-déchirent, n'est-ce pas, disent, les gens qui sont haineux dans les réseaux sociaux, etc., etc., ils ne vont amener le Cameroun nulle part. Ils vont amener le Cameroun en arrière. Le chairman a enlevé 2 fois en pleine... Il a été enlevé, il a été même maltraité. Il l'a dit. Pourquoi vous voulez en douter? Et c'est ça qui est la maladie du Cameroun. Parce qu'en 90-91, il y avait des gens que le pouvoir envoyait dans nos réunions. On ne les mettait pas dehors. Mais quand venait l'heure pour signer, ils se retrouvaient dehors eux-mêmes. Vous comprenez? Donc, la politique du rejet systématique là, ce n'est pas une politique qui peut profiter au Cameroun, parce que le Cameroun, de toutes les façons, doit se faire avec tous les Camerounais. Donc cette affaire de rejeter les gens, de tirer sur les gens, ça ne nous a pas avancé.
ce n'est pas demain que ça nous avancera. Nous avons un intérêt commun. Nous aimons le Cameroun. Il n'y a aucun parti politique qui déteste le Cameroun. Même le RDPC aime le Cameroun, même s'ils s'aiment plus que le Cameroun. Mais ils aiment le Cameroun. Mais seulement ils se comportent mal. Parce qu'ils sont égoïstes et ils ne savent pas que c'est le gâteau national et qu'on doit partager. Regardez ce qu'ils ont fait de décentralisation. Ils ont pris des gens. Mais regardez ce qu'ils ont fait de décentralisation. C'est dans votre studio ici. C'est ici à LTM. Comment baptiser M. Décentralisation il y a 10 ans. Oui, j'attirais l'attention des gens. Je disais que attention, ce n'est pas la décentralisation qu'on a discuté à la réunion tripartite. On va la dévoyer, on va la dévoyer, on va la dévoyer. Aujourd'hui, vous vous étonnez que le gouverneur vient installer le conseil régional. C'est normal. Mais c'est pas la question ce soir. Et vous vous étonnez qu'il s'habille en blanc. C'est ça qu'on a appris de la colonisation. Il faut qu'on se le dise. Vous croyez que quand eux s'habillent en blanc pour installer le conseil régional, ça veut dire quoi? Ça a une signification. Donc quand nous ne voyons pas ce qu'on doit voir, et on se perd dans des conjectures et tout cela, nous ne pouvons pas faire avancer notre pays. Notre pays n'a peut avancer que si nous dialoguons sur des sujets qui nous unissent. Alors pourquoi il n'y a pas, au-delà de 92, où il y a eu la possibilité de cette union, pourquoi le chairman John Frondi ne s'est pas porté en véritable leader de cette opposition, l'a conservé, j'arriverai à lui, l'a conservé de telle sorte que cette opposition reste unie, forte face au RDPC. Vous êtes le leader de cette opposition-là. Oui, c'est pour cette raison qu'il est bon de revenir souvent en arrière. Il y a eu des erreurs. Tout le monde peut faire des erreurs. Mais surtout, ne pas sous-estimer les gens que vous avez en face. Le RDPC n'est pas à sous-estimer. Ceux qui veulent sous-estimer le RDPC, c'est leur problème. C'est leur problème. Mais moi, je vous dis qu'ils ont mis leur intelligence. Même si c'est au service du mal, ce sont des intelligences. Quand je vous dis que je ne connaissais pas Rifoué comme je l'ai connu ce soir, ben, je me découvre, mais c'est dans leur style, parce qu'il a rejoint la barque. Mais cela empêchait au chairman de porter la voix de cette opposition. Là, vous donnez l'impression que le chairman a sous-estimé le RDPC et du coup, s'est laissé embrigader par ce RDPC au point de ne pas pouvoir être la locomotive de l'opposition. Parce que vous parlez seulement du chairman. Vous ne savez pas que c'est un parti démocratique où les gens discutent, où ils ont des réunions, n'est-ce pas, du bureau politique, etc. Vous appelez ça le NEC, n'est-ce pas, dont les gens discutent et ils se parlent. Probablement, la tendance peut emporter sur l'autre. Et je peux vous dire que c'était une erreur. C'était une erreur parce que la dynamique devait continuer. Tant qu'on n'a pas eu la victoire, la dynamique doit se renforcer. Vous voyez? On ne doit pas s'arrêter au fait que, bon, comme nous avons gagné, on nous a arraché ça. Tout le monde vient entrer. Ça, c'était une erreur. Bon, maintenant, tout le monde peut faire des erreurs. On ne va pas s'arrêter sur cela. Ces erreurs-là peuvent servir. Des leçons. Doivent servir à tout le monde, y compris à ceux qui viennent d'arriver. Que l'opposition n'a été forte au Cameroun ici que quand elle était unie. On peut être unis autour de certaines valeurs partagées. On ne peut pas être unis sur tout. Mais on peut être unis sur des valeurs partagées. Mais quelles sont ces valeurs partagées? Depuis, l'opposition avait des laboratoires. Est-ce que l'opposition a encore des laboratoires? Quand on se retrouvait et qu'on avait un problème, on envoyait au laboratoire. Et à la prochaine réunion, le laboratoire sortait les résultats. On avançait. Aujourd'hui, on n'a pas de laboratoire. Parce qu'on ne se parle pas. D'accord. Voilà le problème du Cameroun. Il ne faut pas chercher de midi à 14h. Il ne faut pas indexer que celui-là travaille pour le pouvoir, l'autre ne travaille pas pour le pouvoir. C'est des faux problèmes. Le vrai problème, c'est que quand vous travaillez pour le peuple, vous devez signer après. C'est ça qu'on appelle le pacte républicain. Chairman a travaillé pour le peuple ou bien il a travaillé pour son propre compte? Non, parce que s'il travaillait pour son propre compte, le chairman a eu plusieurs fois des groupes parlementaires à l'Assemblée. Vous savez, il devait être président d'un groupe parlementaire. Il a eu des vice-présidents de l'Assemblée nationale qui sont des postes lucratifs. Il quitte la scène politique, il quitte la scène, il n'a pas eu de poste électif. Il n'a pas eu de poste électif. Il est resté chairman jusqu'à son annonce. Cela veut dire qu'il n'a pas été un bon leader aussi. Non, il a préféré faire dans l'arbitrage, rester au-dessus de la mêlée et jouer vraiment son rôle de chairman normalement. C'est pour ça qu'il est resté ici, parce que sinon, s'il avait voulu avoir un strapotin, il serait aujourd'hui. Et d'ailleurs, je vais faire une révélation sur ce plateau.
la première discussion que le pouvoir a engagée avec l'opposition, notamment avec le chairman, c'était au lendemain de présidentielle de 1997, où c'était une délégation du RDPC qui a rencontré celle du SIF. Le RDPC proposait au SIF un poste de Premier ministre avec 5 départements ministériels. Et le SIF a dit que non, si nous avons accepté de vous rencontrer, c'est pour trouver des conditions, comment on peut organiser les élections de manière transparente, parce que celui qui perd félicite celui qui a gagné, et vice-versa. Donc, ça n'a pas été le cas. Si le chairman avait voulu être Premier ministre, il serait nommé Premier ministre en 1997. D'ailleurs, c'était au lendemain du boycott SIF, UDC, UNDP, des présidentielles de 1997. Et c'est le lendemain, au refus du SIF, que le président Bellerouba est devenu ministre d'État jusqu'à aujourd'hui. Parce que le chairman avait refusé, avec le SIF, ils avaient refusé d'entrer au gouvernement. Et si c'était le cas, non, puisque vous savez, la Constitution de la République du Cameroun dit que le gouvernement applique la politique définie par le chef de l'État. Ce n'est pas un gouvernement d'union nationale de transition. Non, c'est un gouvernement que vous allez appliquer. L'OIM ne peut pas donc se retrouver dans un gouvernement pour appliquer la politique définie par le chef de l'État, qui est une politique contraire. Contrairement à ce que quelqu'un a dit tout à l'heure, l'OIM est effectivement un parti de gauche, du centre-gauche, qu'on appelle, nous sommes les sociaux-démocrates. Et nous avons une autre vision de la société qui est basée sur la forme fédérale et que le RDPC est dans un système de décentralisation centralisé. Donc nous ne partageons pas la même vision, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Mais sauf que il peut avoir toujours, c'était pas exclu, il peut arriver qu'il y ait un gouvernement d'union nationale qu'on transcende toutes ces choses et puis pour un programme minimum qu'on se fixe, il peut arriver pendant une période bien délimitée. Ça c'est une possibilité. Mais pour revenir ici, nous avions au niveau de l'opposition l'héritage de le chairman est parti, son copain, le docteur Adamou Damdia, père à son âme, il est mort. Il y a encore d'autres acteurs vivants. Mais ces leaders-là ont laissé quand même des lieutenants, tels que le président Sambaka, dont j'ai l'honneur de partager le plateau ici avec lui, qui sont des gens de qualité. Il faut que nous créions une sorte de synergie sur un point, sur un point commun, de commun accord, et créer donc une dynamique de l'opposition qui peut, comme dans les années 92, et j'appuie le président Sambaka sur ce point, et qu'on revienne au bas de ces années-là et mettre sur pied l'opposition en action. C'est très important parce que nous avons en face de nous un adversaire politique qui ne lésine sur aucun moyen d'État pour pouvoir écraser son adversaire. Et la politique étant quelque chose d'essentiellement de rapport de force, mieux on est plusieurs en créant un front commun, mieux nous sommes plus forts et qu'on peut reculer l'ordre gouvernant. Et donc, en revenant sur ce que le chairman et tous ces autres compères ont fait dans les années 90, et donc, M. Ketchatin, qui est mon voisin de droite ici, nous étions avec le Manidem. Il y avait à l'époque le président. Je vais vous relancer avant de vous reprendre la parole, parce que vous n'aurez plus la possibilité de parler juste après. Juste pour savoir, est-ce qu'aujourd'hui, quand le chairman s'en va, le parti se porte mal, il y a la possibilité de redorer le blason du SDF? Oui, effectivement, il y a un débat au sein du parti en ce moment. Un débat extrêmement important où la majorité des militants veulent qu'on revienne au bas de 1980, des années 90, c'est-à-dire les fondamentaux du SDF. Et ça, je me sens réjoui, je me sens, je me dis, et donc c'est une assurance, que le SDF ne peut pas mourir parce que les gens sont toujours mobilisés. Et c'est un débat qui fait rage et qui de plus en plus emporte sur ceux qui pensent que nous devons rester un peu mous, mais qui les gens rentrent. Et ça fait peur à M. Rifoué, excuse-moi de vous citer, parce que ça leur fait peur que le SDF rentre dans le BABA des années 90, et ça c'est une situation qui ne les intéresse pas. C'est que vous avez de longues oreilles, vous suivez tout cela, et c'est ça donc, pour moi, si on dit que non, il y a le SDF qui va à l'OMRC, non. Le SDF, un État est essentiellement formé, et puis de deux, le MRC est un parti politique, il faut que je le précise ici. Le SDF a un seul adversaire, c'est le RDPC. Et que les autres partis politiques sont des concurrents, mais des potentiels alliés avec lesquels nous pouvons travailler ensemble. Ni le MRC, ni l'AFP, toujours que nous allons nous mettre ensemble et créer la synergie nécessaire pour pouvoir s'occuper des problèmes de cabinet et créer le rapport de force qui va faire bousculer les choses enfin. Parce que même au sein du RDC, il y a le grand soir qui est en train de se préparer.
bientôt ils vont se subdiviser en 1000 morts. Docteur Riffo peut sortir de cette émission de ce soir. On arrive à vous, Jean-Baptiste Kétiatin. On est en train de se quitter, le temps imparti à ce programme arrive progressivement à son terme. Le chairman, qu'on a appelé has-been, vous ne parlez pas de has-been, mais vous parlez davantage d'un héritage de cet acteur politique de premier plan, même s'il est de l'opposition. Aujourd'hui, il nous dit qu'il peut assurer transition, il parle. Et pourquoi seulement maintenant? Hier, il lui a été proposé d'être dans le gouvernement. On nous parle d'un gouvernement qui est aux ordres du président de la République. Le RDPC ne peut pas participer avec le RDPC pour construire la nation. Pourquoi être à même de pouvoir participer à une transition si jamais c'est possible? Écoutez, quand on parle de transition, moi je ne vois pas à quoi le chairman fait allusion. Il y a un certain nombre de mécanismes au Cameroun qui sont des mécanismes constitutionnels de dévolution du pouvoir. Et vous croyez bien que nous, RDPC, nous sommes légalistes et nous considérons que si le président Biya devait céder son fauteuil, ce serait dans le strict respect des mécanismes constitutionnels. C'est le sens du propos qu'il a d'ailleurs tenu le 10 février lorsqu'il s'est adressé à la nation. Donc l'appel du pied, puisqu'il faut le nommer ainsi, du chairman pour qu'on le sorte de sa retraite, je ne pense pas qu'il soit entendu dans ce sens-là. Mais je crois que le président de la République, pour un certain nombre de raisons, peut le consulter comme il consulte de nombreux Camerounais. Effectivement, lorsque vous avez été une personnalité politique de premier plan comme le chairman, il est normal que le président de la République vous entende sur un certain nombre de sujets. Donc il n'est pas exclu que de manière même purement informelle, que le président le consulte souvent. Je pense d'ailleurs que c'est souvent arrivé, même si M. Bellemé ne le sait pas. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, il n'y a pas de projet de transition au Cameroun. Donc il y a des institutions qui fonctionnent. Il n'y a pas une situation de crise. Donc je ne vois absolument pas de quoi il s'agit. Mais le chairman se propose d'être médiateur dans la crise anglophone. Son discours n'a pas été entendu dans cette logique-là. Vu que l'Église catholique se positionne dans ce couloir-là, peut-on espérer qu'au-delà de la transition, que le chairman joue également une partition véritable dans la résolution de la crise dans le nord-ouest du Sud? Je crois que pour ce qui est du retour de la paix dans ces deux régions, et ça a toujours été le sens du discours du président de la République, toutes les initiatives doivent être entendues. Maintenant, si le chairman attend qu'on lui donne un mandat, personne ne lui donnera de mandat. Ceux qui ont décidé de se déployer et mener des missions de bons offices, les ont souvent menés et sont venus présenter au président de la République le résultat de leur démarche. Maintenant, pour certaines, ça n'a pas prospéré. L'Église catholique est arrivée. On espère que ça finisse par prospérer. Si le chairman, peut-être que quand il s'est fait enlever, c'était pour passer des messages. Si c'était le but du jeu, ce n'est pas une mauvaise chose. Il faut donc souhaiter qu'il se fasse encore enlever une ou deux fois. Comme ça, il continuera à jouer son rôle de passeur de messages. Mais toutes les initiatives qui peuvent concourir à ramener la paix dans le nord-ouest et le sud-ouest sont bienvenues. Si le chairman décide d'en prendre une, nous en prendrons acte. Je finis par croire que Sirissa Mbaka a raison quand il parle de cynisme de votre part, mais là n'est pas la question. Alors, Jean-Baptiste Kétiatin, on sort de ce programme. Que peut-on finalement retenir du chairman au-delà de cela? Est-ce qu'il y a encore un avenir politique? Il a tendu la main pour ce qui est de la transition. Il y a peut-être une autre main à attendre pour ce qui est de la crise anglophone. Oui. Sur ce point-là, on peut attendre beaucoup de John Fundi. Du point de vue personnel, je crois qu'il a déjà réalisé tous ses rêves. Du point de vue, il n'a pas réalisé le rêve d'être président de la République. Oui, mais je crois que celui-là, il a abandonné tranquillement depuis au moins 1997. Il ne s'est plus mis dans une logique de conquête du pouvoir. Depuis... je dis depuis 1997. Donc, après, en 92, il était dans une logique de conquête avec les autres. Après, il s'est retiré. Il a fait du SDF sa machine de guerre.
Et il a eu les résultats qu'il a eu, etc., etc. Et quelqu'un parlait tout à l'heure de ce qu'il a. Il a engrangé à titre personnel de bons bénéfices. Je me rappelle que quand il y a eu les premiers financements publics pour les partis politiques, sauf erreur, Foundi a demandé qu'on lui fasse un rappel le salaire, quoi, c'était 500 000 francs par mois environ, et puis la voiture de fonction, bon, on ne peut pas dire que c'est petit, pour quelqu'un qui est dans les affaires en plus. Donc, du point de vue personnel, je me demande, qu'est-ce qu'il peut encore attendre de la vie? Pas grand-chose. En revanche, sur la question de la crise anglophone, on peut et on doit même pousser Foundi à faire plus. La première des choses, c'est qu'il retire les propos que lui et ses camarades tiennent contre le pays. Et cette histoire de dialogue vrai et sincère, etc., qu'ils reprennent comme, comment on appelle ça, un mantra, une ancienne vraiment très difficile à écouter pour les oreilles des gens normaux. Et trouver des justificatifs aux ambazoniens. Il faut qu'ils arrêtent ça, il faut qu'ils retirent tout ce qu'ils disent là. S'il serait ambazonien s'il avait été plus jeune, c'est parce qu'il n'y a pas un vrai dialogue, etc., etc. Il faut qu'ils arrêtent ce discours-là. Et Foundi peut faire beaucoup pour que ce discours-là s'arrête. Parce qu'il influence ces gens-là. Par ailleurs, sur le peuple, les gens ordinaires du nord-ouest et du sud-ouest, ce qu'on appelle chez nous les anglophones, Foundi a encore une certaine influence. Il peut dire des choses et se faire écouter. La première des choses qu'il doit dire, c'est que tout le monde doit se battre contre les ambazoniens. Ça, c'est la première. Si Foundi fait ça, l'histoire l'absoudra des autres péchés qu'il a commis contre ce pays. Parce que ce qui se passe en ce moment est extrêmement grave. Il se laisse aller au jeu des puissances internationales, au jeu des opposants qui sont issus du système et qui sont prêts à tout pour que Biya parte, y compris à s'amuser avec des gens qui ont mis le feu au nord-ouest et au sud-ouest, qu'on appelle les ambazoniens. Ce n'est pas digne de lui. Ce n'est pas un signe de reconnaissance pour ce que ce pays lui a apporté. Donc, sur ce point-là, je suis content que vous ayez posé la question. Nous interpellons toujours Foundi pour lui dire, Mr. Chairman, you can do your best that peace come back in Northwest and Southwest. Il peut faire quelque chose. Il peut dire aux gens, on s'est trompé de chemin. Parce que il y a 3 ans, vraiment c'était l'hystérie totale. Ce qu'on entendait dire dans tous les milieux politiques, et notamment dans le STF, on avait l'impression qu'en 2 ans, il va y avoir 2 pays ici. Et qu'il va avoir une frontière après le carrefour de Bekoko, ici à Douala, il va avoir un poste de douane là-bas. Donc, il est important qu'on oublie les fautes que l'on peut oublier. Mais il est plus important que, comme ils l'ont reconnu tout à l'heure, il a reconnu que c'est avec des partis comme le Maïdem, donc les UPC, qu'il a fait la lutte de 1992 pour la conquête de Toudi. Sambaka l'a reconnu tout à l'heure que l'opposition se parlait, on trouvait un minimum d'entente. Il est important qu'ils reconnaissent aujourd'hui que les gens ont besoin dans l'opposition de s'asseoir et de discuter sur ce drame que le Cameroun est en train de vivre et qu'on appelle l'Amazonie. Si le SDF met son poids dans la balance, ce sera une bonne chose pour le pays. Alors comment est-ce que cette opposition doit pouvoir discuter pour reconquérir cette union? Devrait-on discuter autour juste d'une idée ou alors autour de certains acteurs, comme par exemple le chairman John Foundi? Non, moi je pense qu'il faut d'abord circonscrire qu'est-ce qui peut faire avancer le Cameroun. C'est parce que on va discuter sur des idées, sur des programmes. Parce que comment on faisait avant? On prenait un sujet qui nous fédère, on discute là-dessus, les gens argumentent. Et puis on peut adopter une position par rapport à cela. Je crois que c'est important. La crise anglophone, elle apparaît aux yeux des gens comme si tout le monde voulait faire de la récupération. Vous voyez? Et pendant ce temps, les gens meurent. Donc, en réalité, une opposition unie, en train de débattre autour de cela, peut avoir plus d'impact que séparément, en train de celui-ci dit ceci, celui-ci dit cela, et on a l'impression que des gens sont en train de faire de la récupération politique.
s'inspirer du passé. Il y a on parle de transition aujourd'hui. Vous croyez qu'on peut faire une transition sans revoir cette constitution? Vous croyez qu'il manque de travail pour l'opposition? Il faut travailler sur ça parce que nous avons vu les manquements. Nous avons fait quelque chose qui existe depuis 1996. Qu'est-ce que ça a produit? Ça nous a freiné, ça nous a fait avancer. Qu'est-ce qui nous a fait avancer? On encourage. Ce qui nous a fait freiner, on essaye d'en discuter et trouver un terrain. Moi, je pense que c'est comme ça. C'est comme ça que je dois travailler. C'est-à-dire une alternative crédible. Maintenant, quand je serai arrivé à ce détail qui est le code électoral, où tout le monde est d'accord, dans ma foi, les jeux pourront se faire. Mais on ne peut pas chercher à se positionner quand on ne peut rien seul. On va ensemble. On travaille ensemble. On change la donne. Et puis maintenant, la compétition est ouverte. La chance vient peut-être que le président du RDPC a commencé à avertir ces gens que bientôt ça sera cette transition. Et ils ne le comprennent pas comme ça. Mais entre-temps, quand ça va arriver, l'opposition va présenter quoi? Quand ils vont pas travailler. Voilà moi la question fondamentale. Chacun va venir va dire que c'est comme ça et on ne va pas s'entendre. Entendons-nous maintenant. L'heure est à l'entente pour le bien des Camerounais. Pour qu'il n'y ait jamais de guerre, qu'il n'y ait jamais de fusion de sang, qu'il n'y ait pas de barbarie, parce que le pays nous appartient à nous tous. Donc travaillons ensemble, trouvons des terrains d'entente, changeons cette constitution-là. Revoyons un peu comment est-ce qu'on va faire pour que demain, les affrontements qu'il y aura entre le conseil régional et le gouverneur, que nous puissions régler ces problèmes. Parce que c'est ça qui va faire avancer le Cameroun. Et moi, je pense que c'est un chantier qui est vaste, c'est un chantier qui est exaltant. Il y a beaucoup de travail à faire et c'est ce chantier qui va nous permettre de mettre les citoyens camerounais en confiance pour que demain ils puissent le faire. Mais je ne pourrais pas terminer sans dire une chose. Oui, c'est vrai, je ne sors pas de la politique. Je continue la politique. Mais mon premier chantier, ça sera de bâtir, de tout faire pour qu'il y ait des leaders locaux. D'accord? Parce que c'est là-dedans que nous allons avoir cette nouvelle classe de jeunes, de moins jeunes, qui puissent faire avancer les choses localement. Merci beaucoup à vous, Céline Sambaka et aux autres messieurs d'être venus sur ce plateau ce soir. On va prendre les SMS qui sont très nombreux également ce soir, comme tous les soirs, lundi, mardi, mercredi, sur Télévision du Monde. Bonsoir à Frédéric Moukoma, excellent débat. Monsieur Cyril Sambaka, peut-il nous donner l'objet de sa démission de décès? Elle a longuement été débattue, on va y revenir ce soir. Ce n'est même pas d'ailleurs l'objet du débat de ce soir. Parler du RDPC est très facile, mais le décès, selon ses partis, a prouvé qu'il était pire que le RDPC. Ne parlons plus du SDF qui est aujourd'hui à l'ombre de lui-même. C'est Carlos Mbondi qui nous écrit de Yaoundé dans le cadre de ce programme de ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Courage à M. Cyril Sambaka pour la vérité sur la télévision du monde. Signé M. Ngapot depuis Yaoundé également. Autre réaction qui nous a été envoyée ce soir. Alors, le téléspectateur nous a simplement dit félicitations à vous d'avoir évoqué la question du chairman qui est aujourd'hui juste une figure sans rien pour le peuple camerounais. Bonsoir à tous. Juste pour dire à Cyril Sambaka qui est pour moi l'homme politique le plus constant, le plus mesuré, le plus cohérent de toute la sphère politique camerounaise. Il reste fidèle à ses idéologies. Chapeau Cyril Sambaka, Dr Aïdjo depuis Yaba, pas Aïdjo Mongwat, non, mais Dr Aïdjo qui lui est à Garoua. Une autre réaction, cette fois-ci, elle nous vient du Gabon. Bonsoir à vous, chairman, oui, mais pour quel résultat à la fin? Des discours pompeux pour déconstruire l'idée politique du peuple camerounais, mais bien plus, il y a une expression qu'il a utilisée que je n'ai pas envie d'utiliser. Bien plus une marionnette du RDPC, plus qu'un véritable leader de l'opposition. Je ne garde rien de cet acteur politique qui dit vouloir quitter la scène politique, mais en même temps appelle à une place de médiateur pour ce qui peut être considéré comme une tradition politique s'il en existe une. Bonsoir à vous, je suis M. Mvogo,
Sambata, qui honore bien son mentor politique, Dr Adam Ndamila. Frondi reste un monument politique au Cameroun. C'est Aziz de PDA qui nous a envoyé son message. Bonsoir à vous sur le plateau. Le SDF est tombé dans son propre piège. Il croyait qu'en soutenant les séparatistes, le pouvoir allait tomber. Il faut dire la vérité. Le SDF était un parti anglo-bandéqué, sans préjugés s'il vous plaît. Maintenant, les bandéqués ont suivi leurs frères de l'Ouest. Donc, conséquence des courses, il ne leur reste que les anglophones. Malheureusement pour eux, cette zone est aujourd'hui déserte. C'est Roger qui nous envoie son message dans le cadre de cette émission. Autre réaction qui nous a été envoyée ce soir. Bonsoir à vous, good evening to the panel. Let's demand them militant. Tell me which elections they have ever won. Let them give their bilan as a political party. The SDF has done its best, and because people are fighting for post, and we do all to put down the SDF. Wachia from Baminda. Thank you, Wachia. Bonsoir à vous sur le plateau. S'il vous plaît, dites au docteur Rifoué que le MRC est un parti socialiste libéral et le SDF est simplement un parti socialiste. Conclusion, le SDF est à gauche, le MRC est à l'extrême gauche. C'est Xavier Nka depuis Yaoundé. Je lis le SMS, vraiment, je lis le SMS. Maintenant après, s'il vous plaît. Maintenant après, le MRC peut nous préciser, hein, j'ai d'ailleurs le représentant du chargé de la communication du SDF pour le littoral aujourd'hui, M. Aurélien Tchoumi, qui précise que le MRC est bien, vous l'avez précisé, de l'extrême droite. Voilà, c'est d'ailleurs ce que M. Aurélien Tchoumi précise. Bonsoir à vous sur le plateau. En 1992, la Cour suprême pouvait annuler les élections. Pourquoi le SDF a-t-il retiré ces deux recours en annulation, bloquant ainsi la situation politique de notre pays? Est-ce que le SDF avait pris chez le RDPC? Je ne sais pas. M. Xavier Belémen ne l'a pas dit sur ce plateau. Bonsoir à vous sur le plateau. Merci au chairman John Frondi qui a consacré sa vie seulement au SDF. C'est ce que nous dit cet autre téléspectateur. Bonsoir à vous sur le plateau. Le SDF a simplement fait les affaires du RDPC. D'ailleurs, c'était son allié de tous les jours. Bonsoir à vous. Le chairman est l'ami privilégié du président de la République, Paul Biya. On peut donc comprendre qu'il n'est plus jamais voulu être candidat à la présidentielle depuis 92. C'est ce que dit cet autre téléspectateur. Bonsoir à vous, SDF et du chairman. Mais pourquoi cet acteur politique n'a jamais été élu nulle part? La faute à qui? C'est une autre question. Bonsoir à vous sur le plateau. Si j'avais milité au SDF, c'était davantage à raison du discours du chairman John Frondi. Mais un discours vain, puisque vide de contenu. Je suis donc la logique du représentant du Manidem dans le cadre de cette émission de ce soir. Bonsoir à vous sur le plateau. Le représentant du SDF nous mène en bateau. Il ne dit pas la vérité. Le chairman n'a rien fait pour la politique camerounaise. On ne doit pas parler de lui. On doit simplement le mettre dans un placard, fermer les portes et oublier. Bonsoir à vous sur le plateau de LTM Télévision. Le chairman, on l'attendait, le chairman, après ses défaites politiques, on l'attendait sur le champ de la réconciliation, à la fois de l'opposition camerounaise, mais aussi de la crise depuis sa naissance, même enlevé. Le chairman n'a pas eu un discours conciliateur, un discours de paix qui appelle à l'arrêt des hostilités. Il a d'ailleurs, avec ses militants, surfé sur la vague, c'est ce qu'il voulait dire, mais l'expression n'a pas été bien utilisée, la vague de ces sécessionnistes pensant se refaire une santé politique. Aujourd'hui, il paye le lourd tribut. Il vient nous dire en 11 février qu'il quitte la scène. Au revoir. C'est ce que dit le téléspectateur. Bonsoir à vous. Merci. Alors, on ne pourra pas continuer à lire les SMS. Il y en a pas mal ce soir encore. Et le temps imparti à ce programme est arrivé à son terme. Merci à vous tous qui nous avez envoyé des SMS encore ce soir sur le 696 1403 12 ou alors sur LTM TV officiel, mesdames, messieurs. Merci à tous ces messieurs, notamment Xavier Belémer en an, à qui on renouvelle
nouvelles, nos meilleurs vœux pour cette année de plus, ce 16 février. Jean-Baptiste Ketchaten, dans sa verve de toujours, Cyril Sambaka, que nous allons retrouver avec beaucoup de plaisir. On espère que la santé lui permettra de revenir sur tout au clair et bien évidemment sur tous les azimuts. Docteur Ifoué, du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, monsieur, merci d'être venu ce soir. Prenons langue ce mercredi 21h, si peut-être Dieu.